Eh bien, je vais commencer par me présenter. Guillaume Bousquet. Je suis plein de choses. Je suis papa. Je suis papa de 5 enfants, plus 2 enfants, puisque mon épouse a également 2 enfants. Et j'habite dans le sud-ouest, au sud de Toulouse. Voilà, pas depuis très longtemps. Je suis à Saint-Gaudens depuis tout juste 8 mois, quelque chose comme ça. J'ai habité longuement à Nantes et longuement aussi en Alsace. Voilà, merci pour les caméras qui s'activent, c'est chouette. Merci beaucoup. Voilà, et puis sinon, j'ai enseigné pendant 13 ans comme professeur de français en collège et lycée. Et puis, en 2016, j'ai arrêté d'enseigner suite au décès brutal de mon épouse, la mère de mes 5 enfants. Et je me suis retrouvé donc dans le besoin de m'occuper de moi et d'eux, surtout qu'ils étaient entre 2 ans et demi et 11 ans et demi, donc quand même bien jeunes. Donc j'ai arrêté d'enseigner à ce moment-là, je me suis mis en arrêt, puis je n'ai jamais repris, puisque quand il était, je sais pas, quand il a été question, plutôt quand j'ai eu l'énergie de pouvoir me relancer, eh bien, j'ai fait le choix de mettre en œuvre un projet que j'avais à cœur depuis déjà longtemps, qui était de pouvoir accompagner dans tout le domaine des apprentissages les enseignants, les parents, les professionnels, à la lumière notamment d'outils comme la pédagogie de la parole et puis tout ce qui est autour du mouvement aussi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé en 2018 Pédagogie, qui est donc une entreprise de formation et de coaching pédagogique. Je suis seul dans cette entreprise-là et je développe ça donc depuis 2018 avec tout un accent quand même pas mal aussi sur la vidéo qui permet aujourd'hui de toucher du monde un peu partout. J'ai beaucoup développé la rééducation en vidéo notamment, qui est une approche holistique des difficultés et troubles d'apprentissage. Voilà, en quelques mots. J'interviens aussi pour les parents, j'interviens pour les enseignants, je fais de la formation continue aussi pour les enseignants et puis je fais de l'accompagnement pédagogique d'écoles, de structures scolaires qui souhaitent aller vers de nouvelles pratiques ou vers des pratiques alternatives, voilà, qui souhaitent aller vers autre chose. Voilà un petit peu tout ce que je propose dans Pédagogie. Voilà, et puis Sonia, qui est avec nous aujourd'hui aussi, voilà, qui va partager avec moi cette visioconférence sur donc, ce thème de réussir à l'école, réussir ses études, réussir sa scolarité. Enfin bon, on peut le décliner comme on veut. Je la connais depuis déjà un petit bout de temps, je ne sais plus, ça doit dater d'au moins presque 15 ans, je pense. On se connaît depuis longtemps. On a d'abord on s'est connus simplement par un biais amical, et puis au fur et à mesure de nos évolutions professionnelles, on s'est rendu compte que nous avions des outils qui étaient à la fois communs et complémentaires, surtout sur cette thématique dont on va parler ce matin, que sont les apprentissages, notamment les apprentissages scolaires. Et donc, Sonia est psychologue, elle se présentera juste après, mais voilà, on n'est pas du tout dans le même domaine, et pourtant quand on parle d'apprentissage, on a besoin d'avoir différents regards. Et donc, depuis quelques temps, on travaille ensemble. On a commencé à travailler ensemble via la plateforme XD & Co, qui accompagne des jeunes de 18-30 ans vers leurs projets professionnels, voilà, dans leurs besoins par rapport à leurs projets. Et, et puis, ce que moi, j'apprécie particulièrement donc, dans le travail que Sonia fait, c'est qu'elle a une formation de psychologue, mais elle a aussi nourri cette formation qu'elle présentera, d'une autre formation qui apporte un autre regard aussi, un peu différent, et puis cette capacité qu'elle a à pouvoir aller faire le lien entre une difficulté qu'un enfant peut rencontrer, le lien sur différents domaines, et l'envie de croiser les regards. Moi, c'est ça que j'aime bien depuis le début qu'on travaille ensemble, c'est cette sollicitation qu'elle a dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas croiser les regards et puis finalement apporter quelque chose de plus riche, parce que souvent on travaille chacun dans son domaine, alors que quand on travaille ensemble, du coup c'est nettement plus pertinent, notamment pour les enfants, parce qu'on va aller au cœur du problème beaucoup plus vite. Voilà, un petit peu pour finir cette présentation. Donc je passe le relais à Sonia. Je vais mettre ta vidéo en évidence comme ça. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Merci Guillaume pour tout cet accueil, ce début de présentation. Alors pour me présenter à mon tour, donc je suis Sonia Duboucher, mariée à Mathias, maman de 3 enfants qui ont 16, 8 bientôt
et 4 ans. Et puis, donc, je suis dans la région de Pau depuis l'été dernier, donc quitté la Drôme pour rejoindre un nouvel endroit, une nouvelle aventure. Et donc, j'exerce en tant que psychologue depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, avec donc à la base une formation universitaire, niveau master, hein, comme tous les psychologues. Et puis, j'ai toujours été très intéressée par l'éclectisme, par m'intéresser à plusieurs sujets. Et donc, j'ai très vite recherché à compléter cette formation initiale pour pouvoir intégrer notamment des questions existentielles aussi qui me paraissaient manquantes dans cette formation-là. Donc, j'ai cherché un petit moment jusqu'à trouver le centre de formation en EMET-analyse. L'EMET-analyse, c'est un courant de psychothérapie qui existe depuis 30 ans maintenant, dont Bruno Dalpalu est un des fondateurs. Alors, je le dis en quelques mots, quitte à être peut-être un peu technique, mais pour ceux à qui ça parlera, ce sera quand même intéressant. Donc, c'est une méthode qui se base sur toute une conceptualisation qui est post-lacanienne, et puis qui va avoir la particularité d'une part d'être intégrative, c'est-à-dire que cette méthodologie, elle a cherché à utiliser différents courants de la psychologie et leurs outils, et à pouvoir les faire fonctionner les uns avec les autres, et de pouvoir du coup avoir plusieurs cordes à notre arc, plusieurs outils dans notre boîte à outils, selon la problématique des personnes que nous avions en face de nous. Et donc, les méta-analyses peut aujourd'hui, autant tout en ayant vraiment son socle bien propre, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus je prends un peu de ci, un peu de ça, et puis je fais une espèce de petit milkshake, comme ça on verra bien ce que ça donne. Il y a vraiment un fondement théorique très solide, très pertinent, qui effectivement du coup permet de travailler avec des conceptions de la psychologie systémique, de l'analyse transactionnelle, des thérapies humanistes, bien sûr évidemment aussi de toute la richesse de la mise en sens que l'on va trouver dans la psychologie clinique issue de la psychanalyse, et des thérapies cognitivo-comportementales. Voilà, je ne vais pas vous faire l'inventaire entier, mais voilà, je vous lance quelques petites notions comme ça. Et puis le deuxième axe de les méta-analyses, c'est de considérer chez le sujet une anthropologie ternaire, de considérer que tout à chacun est fait d'une psyché, d'un soma et d'un pneuma. Donc la psyché, voilà, le psychisme, hein, c'est la base chez un psychothérapeute. Le psychisme, c'est tout ce qui est les émotions, la volonté, l'intelligence, la conscience. Le soma, c'est l'aspect somatique, donc le corps. Donc, bien sûr que du coup, nous travaillons sur le lien, le nouage, donc au niveau psychosomatique. Et puis, le pneuma, c'est cette instance en nous qui est en rapport avec la vie, avec le vivant, avec un grand V, qui, là où se situent, on va dire, toutes les questions de vocation, les questions existentielles de qu'est-ce que je fais ici sur Terre, quelle est ma place, etc. Et le rapport vraiment à la vie, comme je vous disais. Donc, ça ajoute vraiment une dimension très pertinente dans l'accompagnement. Voilà, je ne déclinerai pas ici, mais je suis disponible si ça intéresse certains. Donc, voilà. Et donc, pour ma part, au niveau de la pratique, donc j'ai travaillé en institution pendant de nombreuses années, toute cette première 10-12 d'années, dans des institutions telles que des CMPP, centres médicaux psychopédagogiques, mais également des CESAD. J'ai eu une première activité en libéral. Et puis, donc, depuis le déménagement, je travaille essentiellement en libéral, donc, où le cabinet il a une partie donc, de suivi en distanciel, une partie en présentiel, et puis cette activité que donc, Guillaume a nommée aussi, de collaboration avec d'autres collègues, coachs, diététiciens, etc., pour accompagner les 18-30 ans dans les défis qui sont les leurs de lancement dans la vie professionnelle, de soutien dans leur confiance, etc. Vous pourrez aller voir, on a un site, XD&Co. Voilà, et donc cette collaboration, effectivement, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. Ayant travaillé en CMPP, j'aurais volontiers intégré Guillaume dans mon équipe pluridisciplinaire.
Nous avions au tout départ dans mon équipe du CMPP. Le CMPP, c'est une équipe qui va proposer du soin en ambulatoire pour les enfants entre 3 et 18 ans et où il exerce donc des pédopsychiatres, des orthophonistes, des psychomotriciens. Nous avions au départ un psychopédagogue et j'aurais volontiers intégré Guillaume lorsque notre psychopédagogue malheureusement est parti. Ça ne définit pas entièrement son métier, mais disons que ça s'en rapprocherait. Et c'est pertinent pour moi de pouvoir vraiment travailler avec Guillaume qui est impressionnant de connaissances, de mise en application. Il y a une énorme capacité chez lui à avoir des connaissances, aller chercher des connaissances, aller se former et avoir vraiment des choses très pertinentes et intéressantes à amener, tout en n'étant pas déconnecté de la pratique. Et ça, j'aime beaucoup ça. C'est quelqu'un qui est pétillant, Guillaume, qui est courageux, que j'apprécie beaucoup d'un point de vue personnel. Et au niveau professionnel, effectivement, voilà, son attrait pour les neurosciences ces derniers temps m'ont souvent beaucoup enrichi aussi. Voilà, donc on est très heureux, je parle en nos deux noms, d'être avec vous ce matin, de vous présenter. Alors, c'est un aperçu finalement de ce qu'on est capable de vous donner, puisque dites-vous bien qu'en 2 heures, on va être obligé par moment d'aller un peu vite à certains endroits. Donc, ça peut être un petit peu frustrant. Et en même temps, on va vraiment vous donner des clés très concrètes et efficaces pour vous soutenir dans la posture qui est la vôtre, que ce soit parent, enseignant, voilà, quel que soit votre rôle auprès des enfants, en sachant, comme le disait Guillaume, que ce qu'on vous présente aujourd'hui va finalement se décliner autant effectivement dans l'apprentissage voilà, pour les enfants, pour les adolescents, pour les étudiants également et même pour plus tard. Donc voilà, on a choisi de faire le focus sur la scolarité, donc sous-entendu pour les enfants, mais sachez bien que ces outils-là, ils sont vraiment applicables. Donc, on va parler de comment activer sa motivation d'abord. Ça, je vais vous le présenter. Puis ensuite, je laisserai Guillaume vous parler de comment choisir de bonnes méthodes et de stratégies. Alors, quelques remarques avant de passer vraiment dans le cœur de la question de la motivation. C'est que voilà, ces outils-là, ils seraient approfondis, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous travaillons voilà, ensemble et nous travaillons individuellement aussi. Donc, vous pourrez, via les contacts que vous avez eus, nous solliciter si besoin. Et puis, donc, ces outils, évidemment, sont fonctionnels pour tous et en même temps, chacun de vous, chacun des enfants, des adolescents et éventuellement des étudiants que vous accompagnez va appliquer et va faire avec qui elle ou il est, avec ses points forts et ses points faibles. Il faut savoir qu'il peut exister des freins à l'apprentissage que nous n'aborderons pas ce matin, mais qui peuvent expliquer que ce qu'on va présenter peut par moments bloquer parce qu'il y aurait d'autres choses en amont à aller travailler. Des choses comme la confiance et l'estime de soi peuvent bloquer les apprentissages. Donc ça, c'est un travail qui, du coup, doit se faire en amont ou en parallèle de l'utilisation de nos outils. Les échecs passés peuvent freiner les apprentissages également. Les paroles prononcées sur l'enfant par lui-même, par les autres, des choses qu'il emmagasine petit à petit, auxquelles il commence à croire, peuvent être des freins. Et donc, tous ces aspects psycho-affectifs peuvent être à travailler. Et donc, il peut être nécessaire de recourir à un travail plus approfondi avec un aidant, que ce soit l'un de nous, un autre thérapeute, un autre coach. Je mets quand même cette petite précision-là. Voilà. Donc, je vais... Pendant que tu installes, Sonia, vas-y. Moi, je vais simplement rappeler, déjà inviter tout le monde à activer sa caméra parce que ça permet de se voir, c'est quand même plus sympa. Et puis la deuxième chose, c'est
pour les questions, hein, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas, si vous avez une question brûlante, à la mettre dans la discussion. Pendant que Sonia parlera, moi, je surveillerai un peu la discussion. Donc, si c'est vraiment bien ajusté et que ça ne coupe pas, eh bien, je suggérerai la question à Sonia et puis inversement, quand moi je parlerai. Sinon, on la gardera simplement pour la fin et puis on reviendra dessus à ce moment-là, tout simplement, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas, la discussion est là aussi. Donc, il y en a qui nous ont rejoints pendant la présentation de Sonia, bienvenue. Merci aussi d'activer votre caméra. Et puis, vous avez possibilité aussi, au niveau de l'affichage, de choisir. Là, Sonia a partagé son écran. Vous pouvez choisir en haut à droite. Il y a soit le petit pavé numérique avec les petits carrés, ou alors c'est marqué affiché. Vous pouvez choisir si c'est comment vous mettez au niveau visuel. Vous pouvez changer, ce n'est pas un souci, pour que vous soyez confortable sur le visuel et en même temps avec le visuel pour le support visuel et pour voir Sonia qui parle. Voilà. Sonia, je te laisse démarrer sur la motivation. Ok, donc l'écran, il est bon là. Guillaume, Ouais, tu me confirmes? ça j'ai bien fait, ouais. Ok, super. Donc, il va être question de motivation. Alors, ce qu'il faut savoir pour la motivation, donc le modèle que je vais vous présenter, c'est donc un modèle de l'EMET-analyse. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que l'EMET-analyse, elle propose donc, tout un cursus de formation pour devenir praticien de la relation d'aide, praticien de la psychothérapie et le coaching également. Hein. Donc là, c'est vraiment un outil de coaching que je vais vous présenter ce matin. Et la motivation, pour vous donner une petite idée de où on en est aujourd'hui dans la théorisation de la motivation, je ne vais pas faire long, mais c'est comme pas mal de concepts, un concept qui n'a pas forcément l'unanimité, c'est-à-dire que pour certains, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, tout à fait validé. Pour certains, tout ce qui est motivation et volonté n'est pas un concept qui existe vraiment. Mais pour nous, malgré certaines oppositions en tant qu'EMET-analyste, il y a quand même plusieurs dizaines de théories qui permettent en fait d'expliquer la motivation. Je peux vous donner quelques noms, voilà, rapidement pour vous donner un peu l'antécédence de la théorisation en méta-analyse. Ça va être des noms comme McDougall, Maslow, Taylor, Mayo, Fred Herzberg, qui vont effectivement être le socle de ce que je vais vous présenter. Voilà, je ne ferai pas plus long. L'idée, ce n'est pas de vous bourrer de théorie. Donc, ce que vous allez voir, c'est que je vais finalement vous parler de la motivation un peu comme d'une recette. Hein. Imaginez que l'idée, ce soit de faire un gâteau, qu'on va appeler motivation, et il va falloir en fait plusieurs ingrédients pour réussir ce gâteau. Et comme vous devez le savoir, si vous cherchez à faire un gâteau, il vous faut les œufs, la farine, alors voilà, c'est le basique, hein. Farine, œuf, sucre, des fois un liquide ou un laitage. Et si vous ne mettez par exemple pas de farine ou moins de farine, ce n'est pas un gâteau, c'est des crêpes que vous allez obtenir. D'accord ? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que si un de ces ingrédients-là manque, en fait, ce n'est pas de la motivation que vous allez avoir, c'est autre chose. Donc, en EMET-analyse, c'est ce que vous voyez sur la gauche, la motivation, c'est un pense-bête, hein, elle a été déclinée voilà, comme ça sous un mathème essentiel. Qu'est-ce qu'un mathème ? C'est en fait une réalité d'une structure humaine, c'est-à-dire en tant qu'EMET-analyste, il y a des principes de structure qui sont étudiés sur comment va fonctionner l'être humain dans certaines situations qui vont être du coup déclinés sous une formule mathématique. Donc voilà, donc on en fait de quelque chose de très pragmatique, factuel, qu'on peut facilement décliner, expliciter, alors que dans le fond, on est en train de parler de fonctionnement humain. Donc voilà ce qu'est un mathème. Et donc, vous l'avez sous deux formes différentes. Dans cet encadré à gauche, qui vous dit que M égale B fois D fois P fois S fois R+. Donc, vous l'avez dans le rond jaune, d'une autre manière.
Et le principe de la multiplication, c'est que si dans cette multiplication, il y a un 0, ça va effectivement annuler le résultat. Donc, la motivation, s'il manque un de ces ingrédients, je reformule, il n'y aura pas de motivation. Donc, on va voir point par point ce qu'il en est. Alors, les besoins. De quoi est-il question quand on parle des besoins? Alors, on va se référer à la pyramide des besoins chez Maslow, qui avait décrit, avait catégorisé différents types de besoins. Ensuite, ses collaborateurs, suite à lui, ils ont présenté ça sous forme de pyramide. Mais en tout cas, Maslow avait trié, on va dire, avait hiérarchisé, avait différents types de besoins. Et il nous dit que les besoins, ils doivent être satisfaits dans un certain ordre. C'est-à-dire que parler d'accomplissement personnel alors qu'on est dans des conditions matérielles très minimes, voire insuffisantes, ça ne va pas être possible en fait. Il y a comme un ordre. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, chez des personnes qui malheureusement vivent à la rue ou voilà, sont dans des états de survie, on va dire. Ce n'est pas le moment de parler, de penser à de l'accomplissement personnel. Il y a vraiment cette nécessité de prendre soin du niveau physiologique, tout ce qui est respiration, soif, alimentation. Certains y rajouteraient la sexualité, ça c'est à discuter, mais sommeil, voilà, excrétion. Une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire que ces besoins-là trouvent une réponse, on peut alors s'intéresser au niveau suivant, qui est le niveau 2, la sécurité, qu'elle soit physique, morale, trouver un habitat, penser à sa santé, à ses revenus. Et quand ce niveau-là trouve des réponses, alors on peut s'intéresser à tout ce qui est les besoins d'appartenance, l'amitié, la famille, les collègues, appartenir à un groupe. Pour ensuite, pour pouvoir répondre aux besoins d'estime de soi, c'est-à-dire la confiance, l'indépendance, la responsabilité. Et ensuite, pouvoir réfléchir à de l'accomplissement personnel. En méta-analyse, on rajoute un 6e niveau qui est l'aspect existentiel ou spirituel. Donc, voilà, ces besoins-là, on y réfléchit, ou en tout cas, on y répond dans un certain ordre. Alors, bien sûr qu'on n'a pas un petit carnet tous les jours où on va faire les petits checks, etc. Mais il y a cette logique-là qui veut quand même que dans la vie, on ne peut pas passer au niveau 4 sans s'être occupé du niveau 1. Il y a vraiment ce respect-là. Ce qu'il faut aussi pouvoir dire pour les besoins, c'est qu'en fait, ils sont reliés au principe de réalité, c'est-à-dire les obligations, les nécessités auxquelles nous faisons face. Donc, quand il y a du besoin, pour revenir à ce mathème, à cette recette de la motivation, quand il y a du besoin, cela va participer à la motivation. Quand, par exemple, on doit se trouver un logement, qu'on doit se trouver un travail parce qu'on a besoin d'un salaire, alors, puisqu'on en a vraiment besoin, ça va participer à la motivation. Ensuite, voilà, ça on fait le focus. J'en profite. On arrive au désir. Alors, je me permets, Sonia, simplement de faire le lien aussi, peut-être pour notamment les parents, les enseignants, sur le côté, ne serait-ce que la première base de la pyramide de Maslow sur les besoins physiologiques, c'est que l'apprentissage, pour l'apprentissage, on peut définir des besoins physiologiques spécifiques. On va pas les aborder là maintenant parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps, mais c'est quelque chose qu'il faudrait prendre le temps de décliner en détail pour pouvoir comprendre que quand on veut rentrer dans l'apprentissage, eh bien, si on ne prend pas soin déjà des besoins de son corps, on a un problème quelque part, quoi. Donc, c'est ça l'idée aussi.
dans ce que nous souhaitons apporter, Sonia et moi, c'est justement voilà, de croiser ces regards-là pour pouvoir donner aux parents, aux enseignants et aux professionnels tous les outils pour aller vraiment de la manière la plus optimale dans l'apprentissage. Voilà, je ne peux pas développer ce point-là, mais c'est pour dire vraiment, on n'est pas juste en train de parler de quelque chose de théorique, Maslow, et ça reste assez théorique, c'est a priori, et pourtant, on peut le décliner de manière très concrète. Oui, complètement. Tu as raison du coup de faire effectivement un exemple de concrétisation lié au sujet qui nous partageons ce matin. Le deuxième point, c'est la sphère du désir. Alors, ce qu'il faut savoir, et je vais vous le montrer, c'est que besoin et désir sont très liés entre eux. Hein. Je vais y venir. Donc, le désir, ça fait référence au principe de plaisir. C'est à comprendre au sens large. C'est tout ce qui est du domaine du loisir, du bien-être. C'est aussi, on pourrait aussi le décrire comme un élan, une énergie vers. Et effectivement, comme je vous le disais, ces deux-là sont très liés. La notion de besoin et de désir sont très liés. Donc, voilà. Donc, il y avait d'un côté c'est ce principe de réalité dont il a été question, qui, comme je vous le disais, correspond aux besoins physiologiques et affectifs et plus, puisque vous pouvez avoir en tête cette pyramide qui pourrait être finalement là, basée, on va y venir, au milieu. D'accord? Donc, ce principe de réalité, c'est tout ce qui est besoin. Si on ne fait que s'occuper des besoins, c'est assez déprimant. Voilà. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de ce principe de plaisir, avec vraiment cette dimension du désir au sens large, qui, par contre, si elle existe toute seule, cette sphère du désir, du plaisir, par contre, ça va être mortifère, à l'image des addictions. Malheureusement, on peut s'y perdre dans ce registre-là du plaisir. Donc, il y a vraiment besoin finalement que ces deux-là soient noués. Et si on prend le focus sur les enfants en termes d'éducation et d'apprentissage, c'est un principe de réalité. L'enfant va devoir apprendre des choses dans la vie, à bien se comporter, à prendre soin de lui. Il va avoir à apprendre des choses à l'école parce qu'il en a besoin dans son développement présent et pour son avenir. Et l'enjeu pour les parents, pour les enseignants, ça va être de faire en sorte que ce ne soit pas que déprimant, ou le moins déprimant possible même. Ça va être de faire en sorte que ce soit aussi désirant, cette histoire-là de l'apprentissage. Et donc, quand un parent va avoir des devoirs à faire, par exemple, à son enfant, eh bien, il va falloir d'une part ritualiser. Comme ça évite de se poser la question tous les jours de quand est-ce qu'on fait la toilette, quand est-ce qu'on fait les devoirs, pardon. Ritualiser, ça facilite ce principe de réalité. Et puis, l'enfant, il peut, par exemple, avoir en tête qu'à tout de suite après les devoirs, il va avoir un moment de loisir, alors soit avec le parent, soit il va retrouver ses petits jeux, ses petits dessins, etc. Mais c'est une manière, par exemple, de nouer ce principe de réalité, ce principe de plaisir. Et d'ailleurs, c'est assez recommandé de quand même permettre à l'enfant assez vite d'en venir à ses devoirs et de ne pas tomber dans le piège de l'enfant qui va, on va y venir, aller sur son écran et ensuite ne plus arriver à en décrocher et ensuite faire une crise qui, quelque part, en fait, sera tout à fait logique, comme Guillaume pourra vous l'expliquer. Donc, besoin et désir, les deux sont nécessaires et bien plus encore, il s'agit vraiment de les nouer pour former un besoin désirant. Donc, nous, en Emmet Analyse, on nomme ça envie. En deux mots, ce jeu de mots, besoin désirant ou envie. C'est ce qui se trouve à la rencontre de ces deux-là. Et donc, je vais voir si je l'ai.
pas vous emmener trop loin. Il y a vraiment cette vigilance-là à nouer. Voilà, donc on revient en fait à la pyramide de Maslow, que vous allez retrouver en filigrane, pour vous trouver maintenant devant la pyramide des envies, des envies en 2 mots bien sûr, puisqu'on a toujours ce principe de réalité d'un côté, avec les besoins auxquels il faut répondre de manière logique. Voilà, le niveau 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Et la logique de ce besoin désirant veut qu'il ne va pas être possible d'un côté de répondre à des besoins physiques et matériels du côté de la réalité, et puis d'aller chercher à se réaliser sans qu'on travaille au nouage. Donc c'est vraiment finalement la progression, on va dire, dans cette pyramide, elle se fait des 2 côtés, du côté de la réalité et du côté du plaisir. Donc, il s'agit, pour être bien vivant, d'être dans ce besoin désirant, que étage après étage, il y ait vraiment ce nouage. Donc, pour reprendre la question de l'enfant et notamment de l'élève, eh bien, prendre soin de soi dans son corps, voilà, c'est un besoin. Et donc, toute l'éducation, elle consiste à permettre à l'enfant de le vivre aussi avec du plaisir pour que ce soit noué. Donc, le faire en s'amusant, faire les choses nécessaires d'abord, puis les choses plaisantes ensuite. Et ensuite, pareil, pour le besoin de structure, il va y avoir la même idée. C'est son habitat, on en a besoin, mais généralement, tant qu'à faire, on essaie de trouver un endroit où il nous fait bon vivre, où ça fait plaisir. De la même manière, quand on répond à ce besoin d'appartenance, généralement, on tend à trouver un groupe dans lequel on se sent bien, qui nous fait plaisir aussi. Donc, vous voyez que ce nouage des besoins et des désirs sont essentiels, en fait, à chaque niveau de cette pyramide-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Donc, on a déjà passé en revue donc, ces 2 ingrédients, besoin, désir, qui, comme vous l'avez compris, en fait, sont liés. Le désir peut être manquant. Ça, on va y venir ensuite. Le besoin peut être manquant, le désir peut être manquant et peuvent mettre du coup un gros coup de frein dans la motivation. Ça, je vais y venir ensuite. Voilà, donc on va ensuite passer au pouvoir d'agir, qui lui se décline aussi avec 2 sous-ingrédients, on va dire. Il y a d'une part la question de l'effort. Il faut de l'effort pour pouvoir agir. Un effort qui ne soit ni plein de petits efforts, ni aucun effort, mais un effort avec un grand E qui va être ajusté. C'est-à-dire qu'on entend des fois chez soi-même, chez l'enfant, « Ah, mais j'ai essayé, mais je fais plein d'efforts. » Mais ça ne fonctionne pas, le plein d'efforts. Il y a une forme d'inefficacité, c'est-à-dire qu'on se donne un peu du mal, mais finalement pas vraiment. Ou alors, pour certains, et c'est ce qui peut arriver dans la procrastination, on n'en fait pas du tout. Donc, évidemment que ça ne va pas fonctionner pour agir. Donc déjà, s'assurer qu'il y ait un effort adéquat. Seul l'effort va être, avec un grand E, doit être valorisé pour rendre ce qui est efficace, efficient. Et puis, il y a aussi à travailler sur l'objectif. Parce qu'on peut avoir un effort adéquat. Si notre objectif n'est pas bien pensé, alors on peut en fait n'en atteindre aucun. Parce qu'on n'en a pas fixé, parce qu'on en a fixé trop, parce qu'on les a mal fixés. Et donc, il y a cet outil-là de l'objectif SMART qui va faire en sorte, là aussi, de pouvoir agir. Donc, c'est un exemple très concret
qui va nous permettre de comprendre. Donc, cet objectif SMART, il est fait de 5 critères que sont spécifiques, des adjectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Un objectif, pour être SMART, il doit répondre à ces 5 critères. Donc, pour l'exemple qui est devant nous, effectivement, quelqu'un qui souhaite, voilà, changer des choses dans sa vie, prendre soin de lui, j'essaie juste de voir si en dézoomant il est intitulé. Donc, quelqu'un qui souhaiterait en fait améliorer son hygiène de vie. Donc, pour que son objectif soit spécifique, il va devoir définir clairement le résultat qui est attendu. D'accord ? Et très concrètement, cette personne-là, comme vous voyez dans le tableau, va agir sur sa consommation, par exemple, de fruits et légumes, sur son sport, exemple du jogging, et prendre un peu du temps tous les jours. C'est clair. Voilà, le résultat est clair. Ensuite, ça doit être mesurable, c'est-à-dire il va falloir quantifier l'objectif afin de déterminer si je l'ai atteint. Et oui, c'est augmenter ma consommation de fruits et légumes. Et je pars d'où pour aller où? Donc là, par exemple, je vais consommer 5 portions de fruits et légumes. Courir, d'accord, mais combien? Courir lentement pendant 15 minutes. Et puis prendre un peu de temps. C'est quoi? C'est 15, c'est 40 minutes. La personne là, se dit, je vais me réserver 30 minutes seule chaque jour. Ensuite, autre critère, l'objectif doit être atteignable. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait des perspectives. Il faut que comment dire? Alors là, c'est écrit définir des moyens réalistes pour atteindre mon objectif. Il y a de ça, mais il y a aussi l'idée que ça doit quelque part aussi donner de l'élan. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que je fais déjà, on ne parle pas d'atteignable, c'est atteint en fait. D'accord ? Donc, très concrètement, là aussi, il faut une liste du coup d'épicerie. Il faut pouvoir consulter un spécialiste pour ce programme de sport. Et puis, la personne, elle se dit pour que ce soit atteignable, en fait, ce moment de tranquillité, je vais allonger ma période de lecture. Et puis, il faut que ce soit réaliste, avant-dernier critère, c'est-à-dire tenir compte des différentes contraintes, le contexte. Donc, la personne se dit, je vais ajouter 2 portions de fruits et légumes par rapport à mes habitudes. Donc, elle prend bien en compte son contexte. Son contexte, c'est que la personne peut aller courir 3 fois le matin avant d'aller au travail. Voilà, elle ne pourra pas le soir ou elle ne pourra pas le midi. Son contexte à elle veut que pour que ce soit réaliste, eh bien, il faut que ce soit le matin. Et puis, ce temps de repos, ça va vouloir dire aussi dans son contexte, s'organiser avec son conjoint. Alors, ça paraît comme ça un petit peu fastidieux, mais c'est vrai que dans les premiers temps, quand on travaille sur un objectif SMART, ça peut passer effectivement par un tableau comme ça. Et puis, petit à petit, ça fait prendre l'habitude. Et on voit aussi avec des enfants que de parler très concrètement des choses avec eux, le comment on va faire, combien de temps, jusqu'à quand, c'est aussi des choses très importantes pour eux. Parce qu'effectivement, on arrive à ce dernier critère du temporel. Ça doit être inscrit dans le temps. On va préciser un échéancier, une date limite. Donc, c'est ce qu'a fait la personne. Elle voulait effectivement augmenter sa consommation de fruits et légumes d'ici telle date. Elle se donne 3 mois pour arriver à courir. Et puis, dans 3 semaines, elle voudrait arriver effectivement à prendre ce temps tous les soirs. Donc, j'ai un peu pris le temps de le décliner pour que ça sorte un peu du flou de finalement qu'est-ce que c'est que ce SMART. Donc, c'est un objectif SMART, c'est bien un objectif qui est spécifique, c'est-à-dire qu'il est propre à la personne, il est mesurable, ça veut dire qu'il y a des indicateurs chiffrés, il est atteignable, c'est-à-dire qu'il y a des perspectives, il ne s'agit pas de quelque chose qui est déjà fait, il doit être réaliste, prendre en compte le contexte, et puis il s'inscrit dans le temps. Et donc, en bref, ce pouvoir d'agir,
c'est quoi? C'est cet objectif SMART. C'est l'effort adéquat qui permet de viser cet objectif SMART. Donc, pour reprendre le cas des enfants, des élèves à qui vous pouvez avoir affaire, il y a cette nécessité de permettre à l'enfant d'avoir face à lui un objectif qui est clair, qu'il va comprendre, qui est vraiment bien défini, comme ça a été le cas, et puis lui permettre de faire l'effort pour y arriver. Parce qu'il est très important qu'un enfant soit en réussite, vraiment lui permettre d'être en réussite. Ça va énormément jouer sur son estime de lui-même. Si on lui dit fais tes devoirs et puis on s'en va faire quelque chose à côté, l'enfant, c'est assez normal qu'il n'y parvienne pas en fait. Il va avoir besoin qu'on lui dise là, tu vas faire telle chose précisément, tu veux commencer par ci ou par ça, tu vas prendre par exemple, et ça peut se discuter avec l'enfant selon l'âge, là on va prendre 10 minutes pour le faire, et là tu te concentres bien, tu te mets dans la position qui est adaptée pour toi, et puis allez c'est parti, je reste à côté, on apprend les mots de dictée par exemple. Voilà. Alors qu'un enfant qui en fait revient à l'école, a envie d'aller jouer au foot et taper dans le ballon, etc., et à qui on dit tu as envie de faire les devoirs, il va y avoir un gros côté rébarbatif. Alors que s'il sait par exemple déjà que ça lui prend que 10 minutes et qu'on a une méthode bien précise pour faire avec lui, et qu'il ne s'agit pas de faire, je ne sais pas, revoir toutes les leçons de toute la semaine ou des 3 derniers mois, voilà. Donc ça, c'est vraiment un travail. Et ensuite, on arrive au dernier ingrédient, que sont les signes de reconnaissance. Les signes de reconnaissance, on appelle ça aussi stroke en anglais. C'est quoi? C'est ce qu'on se dit finalement. C'est ce qu'on se dit de soi. Il y en a 4 types. Alors, les premiers signes de reconnaissance, ce sont ceux que l'on adresse dans l'être, parce que du coup, je vais le décliner avec 4 critères. Il y a l'être, il y a le faire, il y a les signes positifs et les signes négatifs. Donc, il y a cet ordre-là à respecter. Les premiers signes de reconnaissance à donner, donc là, pour faire simple, on pourrait dire des paroles valorisantes, voilà, sont celles qui s'adressent à l'être positif. Tu es un enfant super, tu es intelligent, etc. Ensuite, il y a ce qui concerne le faire, c'est-à-dire quand il y a marqué c'est-à-dire inconditionnel, l'être, c'est vraiment la sphère de l'inconditionnel. Un enfant, un adulte, on a tous besoin de savoir que l'on est aimé inconditionnellement dans notre être, quoi que l'on fasse. Et ça, c'est vraiment une éthique importante en méta-analyse, c'est la dignité due à tout être humain, quoi qu'il ait fait, de manière positive. Un être humain a besoin d'être reconnu et aimé dans qui il est. Arrivent ensuite donc, les signes de reconnaissance dans ce qui est conditionnel, c'est-à-dire tout le faire, et ça doit aussi là être positif. Arrivent ensuite les signes de reconnaissance conditionnels, donc qui touchent au faire négatif, et les signes de reconnaissance dans l'être négatif qui, eux, on le verra, se traitent un peu différemment. Donc, pour reprendre l'enfant, effectivement, qu'il est important de valoriser correctement pour qu'il soit motivé. Tu es un garçon intelligent. Quand tu fais tes devoirs là, le soir, je trouve que tu es courageux. Donc là, on touche au faire. Et je te propose une petite solution pour t'améliorer parce que tu t'éparpilles un petit peu et je vais te proposer un outil pour mieux te concentrer. Et là, on va toucher au faire, pas de manière… Alors, c'est négatif parce qu'on vient lui montrer qu'il y a quelque chose un peu qui manque, qui doit être… Mais en le présentant sous une solution, on va améliorer ça. C'est-à-dire que si on commence en disant
Non, mais là, vraiment, quand tu fais n'importe quoi, quand tu apprends tes mots, on commence au niveau 3 et là, on casse la motivation. Donc, toujours, on valorise l'être, on valorise le faire et on améliore ce qui est amélioré dans le faire. Donc, sont interdits les signes de reconnaissance numéro 4 qui peuvent se décliner de plusieurs manières. Il est interdit de dire à quelqu'un quelque chose de négatif dans son être. Tu es nul, tu es bête, tu es sot, tout ce que vous voulez, même le mot le plus poli, on va dire. Non, ce n'est pas autorisé. Parce que ça casse l'être et ce n'est pas envisageable. Interdit aussi, tu ne fais jamais bien. Vous avez dû remarquer que ça vous fait super plaisir quand vous entendez ça, n'est-ce pas? Et interdit aussi, tu fais toujours de travers. Interdit aussi. Alors ça, pour casser quelqu'un, il n'y a pas besoin d'en dire des saints et des mille. Donc vraiment, c'est interdit. Et dans la gestion des signes de reconnaissance, il va y avoir plusieurs flux quelque part à gérer, puisque en premier lieu, il est important de savoir s'en donner, savoir donc se valoriser dans son être, savoir se valoriser dans son faire, et aussi, et je dis bien le « et », il est important, et aussi pouvoir reconnaître des choses à améliorer dans le faire. Donc l'enfant, si on parle de l'enfant, de l'ado, va apprendre en fait à s'en donner. Il va apprendre à en demander également. Il va apprendre à en recevoir. Il va apprendre à en donner et il va apprendre à en refuser. Surtout, on refuse plus. Là, on inverse, mais il faut savoir refuser les signes de reconnaissance interdits. Qu'on soit adulte ou enfant, il faut savoir les refuser. Et ça, c'est vraiment important, notamment à l'école. Alors aujourd'hui, la thématique je fais une petite parenthèse, du harcèlement, elle est assez bien connue et heureusement. Et donc, d'une part, il y a une réactivité importante des parents, du corps enseignant face à des situations de harcèlement, c'est très important. Et en même temps, il faut aussi pouvoir donner, bien sûr en mesurant l'ampleur. Quelqu'un qui se fait tabasser tous les soirs, évidemment qu'il faut que ça s'arrête tout de suite. Quand il s'agit du verbal, il y a d'abord un temps où c'est important que l'enfant, l'élève, l'ado, pour aussi exercer sa résilience, sa capacité à surmonter les difficultés, il apprenne en fait à savoir faire avec des paroles qu'il reçoit. Et on va lui apprendre en fait à refuser des paroles qui vont être négatives dans son être, à ne pas y accorder d'attention, à refuser également des paroles négatives dans ce qu'il fait quand elles n'ont pas été précédées, quand elles ne sont pas précédées des paroles valorisantes dans l'être, etc. Donc, quand ce n'est pas le bon ordre, que ça n'arrive pas de la bonne manière, et surtout quand c'est le 4, c'est important de savoir refuser. Et l'enfant, il peut tout à fait apprendre ça, et c'est vraiment une force pour lui que de savoir ça. Alors là, je parle dans les relations d'une manière générale. Donc ça, c'est vraiment l'ingrédient qui est ultra important. On voit qu'un enfant qui se sent valorisé, qui se sent aimé, qui se sent mis en avant, va vraiment être beaucoup plus motivé pour se mettre à faire son travail, les différentes tâches du quotidien, etc. Okay, donc, il y avait vraiment toutes ces sphères-là importantes, comme j'ai pu nommer. Le « et », il était important. C'est-à-dire que si on dit « tu es un super gars, tu as réussi ton gâteau, mais franchement, tu as laissé la cuisine en bazar », ce n'est pas que vous avez faux quand vous lui dites que la cuisine est en bazar. Mais le « mais », ce petit mot-là, symboliquement, il va annuler le reste. Donc, c'est important, la syntaxe d'utiliser le « et ». Donc, on a fait le tour là, de la question de la motivation. Et donc, pour réussir cette recette de motivation, il y a vraiment à veiller que chacun des ingrédients soit bien présent, que les besoins trouvent une réponse, que le désir soit bien présent, qu'il y ait un effort ajusté pour remplir un objectif SMART
qui donne ce pouvoir d'agir et les signes de reconnaissance. Que faire quand la motivation est en panne? Il s'agit de trouver quel est l'ingrédient qui manque. Les besoins, sont-ils satisfaits correctement? Est-ce que, pour parler de l'enfant, est-ce qu'il dort assez? Est-ce qu'il mange correctement? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il a des relations? D'une part. Et concernant ce besoin, est-il absent? Certains enfants ne ressentent pas le besoin d'apprendre parce qu'à la maison, ils apprennent déjà tout. Parce qu'ils ont tout à leur disposition. On leur explique tout le temps. Donc, quel est l'intérêt d'aller à l'école, par exemple? Donc, c'est important qu'il y ait une forme de manque face au savoir pour que l'enfant ressente ce besoin-là. Il se pose des questions. Alors, c'est intéressant. Les parents sont aussi là pour ça, évidemment. Et en même temps, il ne s'agit pas de tout combler. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant, effectivement, puisse avoir un peu ce besoin-là d'aller trouver, effectivement, des réponses. Donc, quand il n'y est pas, ce besoin-là, il faut pouvoir des fois le trouver, le créer, aller voir où est le manque ou créer le manque, augmenter le besoin pour qu'effectivement, il y ait un enjeu à trouver une satisfaction, quelles que soient les tâches de la pyramide. Voilà. L'enfant, il peut ne pas ressentir le besoin pour certains, par exemple, de créer des relations. Voilà, donc ça peut être important de faire en sorte d'augmenter ce besoin-là, de trouver un moyen effectivement, de faire en sorte qu'il puisse avoir une satisfaction, de finir par trouver un groupe dans lequel il va trouver une satisfaction, par exemple, parce que c'est un besoin chez lui que d'être relié aux autres. D'où l'importance aussi, alors je parlais du savoir, mais d'une manière générale, que les enfants ne soient pas ultra satisfaits. C'est un peu peut-être un des mâles de notre époque. C'est un peu ce mythe-là qu'il faudrait absolument que les enfants soient satisfaits sur tout. Sachez que plus un enfant il est gavé, plus il est satisfait, moins il a de raisons de se mettre en action. D'accord ? Ensuite, quand le désir est absent, alors il faut ritualiser. C'est-à-dire que si l'enfant n'a pas le désir de se brosser les dents, s'il n'a pas c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il n'a pas le désir de faire ses devoirs, alors on ritualise. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas besoin, alors ils le disent, j'ai pas envie de faire ceci ou j'ai pas envie de faire cela, j'ai pas envie d'aller faire pipi. Vous voyez, selon l'âge qu'ils ont, ça doit vous rappeler des situations. Là, ils sont en train de vous dire, ça ne me fait pas plaisir, mon désir, il n'est pas à cet endroit-là, d'accord? Sauf que, il peut y avoir un besoin, et c'est là où le nouage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais dans un besoin désirant, va agir. Tu n'as pas envie de faire pipi, en fait, tu en as besoin. Tu as besoin d'aller vider ta vessie. Donc, hop, on y va, et on le fait en rigolant, ou pareil pour la brosse à dents, ou toutes les autres choses. Quand le désir est faible, il faut faire en sorte qu'il y ait du plaisir à apprendre, d'avoir absolument quelque chose à y gagner. Donc, aller trouver ce qui va éveiller le désir chez l'enfant, chez l'adolescent. Si c'est la peur qui bloque le désir, c'est aussi une des raisons qui fait que, il faut faire en sorte que le désir soit plus grand que la peur. Je ne peux pas faire plus long. Je vais devoir passer la parole à Guillaume, mais c'est des choses qui pourraient être à développer. Donc, tout simplement sur ce pouvoir d'agir, vérifier que les objectifs soient SMART, bien les recaler. Est-ce que l'effort, c'est un effort avec un grand E? Et puis, pour les signes de reconnaissance, est-ce qu'effectivement, le parent, l'adulte, l'enseignant, est-ce que l'enfant est vraiment dans une bonne gestion des signes de reconnaissance? Donc, vous allez voir que dans ce qu'amène Guillaume, finalement, ça va se croiser dans ce qu'il va pouvoir vous apporter. Je vais lui laisser la parole sur les méthodes et stratégies.
Merci Sonia pour toute cette présentation. J'ai pris plein de notes aussi parce que ce sera intéressant justement. Bon, là, on est comme tu l'as dit en. Alors, je vais juste mettre ça. Voilà. Comme tu l'as dit en introduction, on est dans une présentation qui est d'environ, en tout, on va parler 1h15, 1h30 maximum. Donc, ça reste très court pour aborder tous ces points dans le détail et pour aller dans le concret, pour aller explorer des situations très précises. Mais je me suis noté plein de choses sur lesquelles, par rapport aux différents éléments, je me suis permis d'intervenir à un moment donné sur, par exemple, les besoins physiologiques. On peut vraiment aller dans le concret et c'est aussi l'objectif de notre collaboration, c'est de pouvoir avoir vraiment cet aspect d'une part théorique avec ce focus plus sur le côté, voilà, que présente Sonia sur ce focus plus psychothérapie, cet aspect plus psychologique et puis en même temps aller beaucoup faire le pont vraiment avec les situations concrètes, avec les méthodes, les stratégies, etc. Donc, c'est ça l'intérêt aussi de cette collaboration et je trouve qu'on gagnera dans les années à venir à travailler davantage justement en pluridisciplinaire. Je crois qu'il y a une prise de conscience de plus en plus là-dessus et il faut encore le développer. Donc, merci pour ce partage. Je vais prendre du coup le relais sur plus ma partie à moi. Je vais le développer. Hop, je vais me mettre comme ça. Normalement, vous voyez tous au niveau du visuel, vous voyez le support. Hein, vous pouvez voir sans problème pour vous en même temps la caméra et le support visuel. Si tout est OK pour vous, quelqu'un peut juste me faire un petit pouce pour me dire que vous voyez bien à côté de moi le support visuel. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Super, très bien. Donc, on a abordé la question de la motivation. On a vu un petit peu, Sonia nous a parlé de ces différents outils, enfin, c'est pas ces outils, ces composantes de la motivation. Et moi, je vais de manière très complémentaire, vous parler de la notion de méthode et de stratégie, d'apprentissage, évidemment. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se recroisent. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut faire la différence entre méthode et stratégie d'apprentissage. Parce que c'est quelque chose qui est peu fait, peu réalisé généralement. C'est cette différence entre les méthodes et les stratégies. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, j'ai mis cette citation de Steve Masson. Il ne faut pas juste travailler fort et longtemps pour apprendre. Et donc là, on peut faire le lien avec tous ces efforts dont parlait Sonia avec un S à la fin, où on fait plein de petits efforts, on fait plein de petites choses, mais finalement, ce qu'il faut, c'est travailler intelligemment. Alors, Steve Masson, a écrit notamment dernièrement ce livre qui s'intitule Activer ses neurones, dans lequel il met en lumière de nombreuses recherches, dans lesquelles pour certaines il a participé, puis pour d'autres non, mais il met en lumière toutes ces recherches neuroscientifiques sur le fonctionnement cérébral, sur l'apprentissage, et ça nous permet de mieux comprendre finalement de quoi nous avons besoin en tant qu'apprenants. Toujours est-il que le point de départ, c'est vraiment de faire la différence entre méthode et stratégie. Et à plusieurs reprises, hein, finalement, dans ce que Sonia a évoqué, je me le suis noté, c'est que des fois, il est question d'aller parler de méthode, hein, quand on va parler notamment de principe de réalité, principe de plaisir, sur les bases, on va surtout parler de méthode, de ressources. Et puis, à certains moments, quand on va parler d'efforts notamment, on va parler de stratégie. Les méthodes d'apprentissage, c'est l'ensemble des habitudes et des actions qui sont réalisées, j'ai envie de dire, dans le but d'entrer, d'organiser ou d'améliorer son apprentissage, en dehors de tout ce qui se passe dans sa tête finalement, en dehors de son geste mental. Les méthodes, ça va concerner en fait tout ce qui se passe à l'extérieur de l'apprenant. Voilà, ce n'est pas ce qui se passe dans sa tête, c'est ce qui se passe autour. Ce n'est pas ce qui se passe d'un point de vue appareil cognitif, fonction cognitive, c'est ce qui se passe autour. Donc, voilà, par exemple, le fait de s'isoler dans un endroit calme, eh bien, ça va faire partie des méthodes. Le fait de surligner des mots dans le cours donné par le prof, ce n'est pas une stratégie, c'est une méthode. On est bien dans quelque chose qui est de l'ordre de l'extérieur. On est dans l'ordre de la ressource, finalement, aussi. Donc, il y a plein de choses qui sont faites et qui sont souvent proposées. La plupart du temps, ce qui est proposé aux enfants, ce sont des méthodes. Parce que c'est plus connu, parce que c'est ce sur quoi finalement on a plus facilement d'impact et aussi
qui fait plus appel au bon sens bien souvent. Alors que les stratégies d'apprentissage, elles vont demander d'avoir un peu de connaissances sur le fonctionnement cérébral et donc elles sont moins connues, bien que on pourrait dire que les pédagogues de la fin du 19e, 20e siècle, je pense notamment à Montessori, sans avoir toute la partie très, très moderne d'aujourd'hui de la neuroscience, avaient déjà perçu de manière, j'ai envie de dire d'une certaine manière intuitive, eh bien, quelles étaient ces stratégies. Les stratégies, à la différence des méthodes, c'est l'ensemble des tâches cognitives et des gestes mentaux qui sont réalisés pour apprendre, pour rendre l'apprentissage plus efficace, hein, pour apprendre, pour rendre l'apprentissage plus efficace. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de différencier. Un exemple, c'est si je dois apprendre mon cours, on va dire du vocabulaire, je vais prendre un exemple très concret, je dois apprendre du vocabulaire, que ce soit en langue étrangère ou alors que ce soit dans ma langue maternelle. Voilà, on va pouvoir mettre en place plein de méthodes. Et puis la stratégie, ça va être par exemple d'associer des images mentales. Ça veut dire de porter son attention sur les images mentales et d'utiliser les images mentales pour pouvoir rendre l'apprentissage plus efficace. Et là, on est bien dans la stratégie parce que ça concerne bien une tâche cognitive, ça concerne bien ce qui se passe dans la tête. Voilà. Voilà pour faire la différence entre stratégie d'un côté et puis méthode de l'autre. Alors, certains outils, et c'est l'intérêt de certains outils d'ailleurs, vont à la fois relever de la méthode et de la stratégie. Je pense notamment à tout ce qui va être autour du mind map ou des caractéristiques, du sketchnoting, à condition que ce soit bien fait, parce que c'est toujours le problème. Mais bien souvent, s'il est bien fait, si cet outil est bien utilisé, un de ces outils-là, généralement, dans ces outils que j'ai évoqués, on est à la fois dans la pensée visuelle, dans laquelle il y a un double codage. Il y a les mots et puis il y a le visuel. Il y a le fait par exemple, d'organiser l'information dans l'espace et puis d'associer à des mots des images. Et donc là, on est dans la stratégie. Voilà. En conclusion, par rapport juste à cette partie méthode-stratégie, pour que ce soit bien clair, les deux sont importants. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de méthode, peu de stratégie, et puis certains commencent aujourd'hui, ont parfois tendance à dire oui, mais ce qui compte, c'est les stratégies. Ben oui, et ben non. Il ne s'agit pas de dénigrer l'un ou l'autre, finalement, on a besoin à la fois d'agir sur notre environnement, d'adopter des habitudes extérieures. Et puis là, on pourrait revenir à ce qui a été évoqué par Sonia sur les besoins physiologiques, par exemple, sur lesquels rapidement j'ai dit, mais oui, il faut prendre soin de ces besoins physiologiques pour pouvoir rentrer dans l'apprentissage. Donc ça, c'est notre environnement. Et puis, il y a aussi besoin de conscientiser et d'automatiser des gestes mentaux qui soient efficaces. Il y a besoin d'adopter des bonnes stratégies. Voilà. Et c'est le fait de travailler sur les deux. Et finalement, ça nous ramène à quelque chose qui est finalement en lien avec les méta-analyses, c'est à dire qu'on ne considère pas l'individu comme juste une tête pensante, comme juste un cerveau, mais on le considère dans son intégralité. Et ici en particulier, toute la partie environnementale, toute la partie du corps, toute la partie de ce sur quoi je peux agir finalement à l'extérieur de moi, et puis aussi tout ce qui se passe dans ma tête. Voilà, ça permet un petit peu de clarifier le besoin. Et donc, moi, l'objectif, c'est que je vous présente dans ce matin des méthodes, en tout cas des pistes par rapport aux méthodes. Il s'agirait évidemment de pouvoir approfondir par la suite, mais déjà d'avoir des choses concrètes concernant les méthodes, des lignes directrices. Ensuite, je vous parlerai d'un variant pédagogique, c'est-à-dire ceux dont on ne peut pas faire l'impasse, c'est-à-dire les incontournables. Et puis, on abordera, en fonction du temps aussi qu'on aura, les stratégies. En tout cas, je donnerai quelques éléments par rapport à ça. Voilà. Alors, je commence par la question pour ce qui concerne les méthodes, on va parler des fausses croyances. Donc, ici, clairement, je choisis d'entrer dans les méthodes en parlant des méthodes qui ne sont pas efficaces. Tout comme quand il était question des signes de reconnaissance, des strokes, eh bien, il y avait ceux qui sont interdits. Ben, voilà. On pourrait dire que dans ce domaine des méthodes, il y a des choses qui sont intéressantes de cibler rapidement parce qu'elles ne sont pas du tout efficaces. Ce sont les pratiques à bannir un petit peu d'une certaine manière, quel que soit le profil de l'enfant, de l'adulte, parce qu'on apprend à tout âge, on peut se retrouver à n'importe quel âge dans une situation d'apprentissage, de formation. Voilà. Alors,
Hop, je vais en mettre quelques-unes. J'ai le temps, ça va aller. Ça ici, on est bien au niveau des fausses croyances. J'ai le temps, ça va aller. Vous voyez qu'on est… Alors, ça questionne la notion de la procrastination dont on a parlé brièvement, Sonia, tout à l'heure. Voilà, c'est un élément qu'on entend souvent. Mais oui, t'inquiète pas, maman, ça va le faire. J'ai le temps de m'organiser, c'est bon, etc. Puis arrive au dernier moment, ce n'est pas fait. Autre idée à bannir, c'est je suis kinesthésique, auditif, visuel. Alors moi, je suis plutôt kinesthésique. Donc moi, il faut absolument que je bouge. OK, alors à la maison encore, c'est gérable et encore. Mais en classe, c'est vraiment compliqué à gérer. Parce que c'est déjà arrivé qu'un enfant dans ma classe me dise qu'est-ce que tu fais? Je lui dis qu'est-ce que tu fais debout? Moi, je suis kinesthésique, j'ai besoin de me mettre debout. OK. Alors, ça veut dire quoi être kinesthésique? Ça veut dire quoi être visuel? Ça veut dire quoi être auditif? Et puis, voilà. Donc, évidemment, c'est une question qu'il faudra approfondir. Il y a tout un ensemble de choses à dire là-dessus. Toujours est-il que on peut pas, l'enfant qui s'enferme là-dedans, enfin qui garde cette idée-là, a tendance à s'enfermer en fait, et a tendance à mettre de côté d'autres ressources finalement qu'il peut avoir. Souvent, il y a une mauvaise compréhension. Il y a une très mauvaise compréhension de cette notion des profils cognitifs, kinesthésiques, auditifs, visuels, et généralement, les enfants, eh bien, ils en héritent de cette mauvaise compréhension et ils s'enferment dedans. Alors voilà, je vais relire mes notes de cours. Je vais relire mon manuel ou mes notes, et puis ça va suffire. Et bien, c'est ce que font la plupart des enfants quand ils révisent. Alors moi, j'ai connu beaucoup le collège et le lycée. Comment faisaient-ils pour réviser? Quand je leur demandais, t'as fait comment? Ils me disaient, moi j'ai relu mon cours. Bah ouais. Mais relire n'est pas apprendre. Relire, ce n'est pas savoir, sauf si on met en place avec les stratégies qui nécessaires. En tout cas, il faut quand même savoir que par rapport à relire ses notes, relire son cours, etc., il y a une étude, alors je n'ai plus le nom de celui qui l'a menée, mais il y a une étude qui a montré que, je la retrouve, je pourrais vous la donner parce qu'il me semble de mémoire qu'elle est dans le livre de Steve Masson sur les neurones, activer ses neurones. Donc, une étude qui a montré que 84%, il me semble, 83 ou 84% des étudiants rapportent utiliser la relecture de notes de cours ou du manuel comme stratégie d'étude. Donc, c'est énorme, hein, le nombre d'élèves qui relisent leurs cours pour pouvoir apprendre. Ils considèrent que c'est une stratégie. Et il y a 55% des étudiants qui rapportent que la lecture est leur stratégie la plus fréquemment utilisée. Donc, c'est-à-dire un étudiant, alors étudiant au sens large du terme, lycéen, collégien, etc., surtout à partir du collège, et puis plus tard, et puis pour les grandes études aussi, un étudiant sur deux qui utilise cette méthode-là, et qui est pourtant une méthode qui n'est pas du tout efficace. C'est une étude donc, de 2013 qui montre que le fait de relire son cours, c'est une des stratégies les moins efficaces, on pourrait dire plutôt une des méthodes plutôt les moins efficaces parmi l'ensemble des méthodes utilisées. Donc, pourtant, c'est une des plus utilisées et c'est une des moins efficaces. C'est pour ça que le discours, par exemple, de Steve Masson, dans son bouquin qui s'intitule « Activer ses neurones », dira, oui, pour apprendre, il faut activer ses neurones, mais surtout, il faut activer des bons neurones, voilà, évidemment. Donc ça, c'est un élément important. Autre fausse croyance, c'est que et qui est très pratiquée aussi par les enfants, je vais écrire trois fois mes mots, je vais refaire 3 fois ma fiche de révision, je vais la refaire plusieurs fois en tout cas, et du coup, je vais la mémoriser. Voilà une autre fausse croyance. Le fait d'écrire plusieurs fois va aider à mémoriser. Eh bien, moi, je vais simplement dire non, parce que la plupart du temps, la façon d'écrire n'est pas du tout adaptée. La stratégie de copie ou d'écriture n'est pas adaptée, et donc il n'y a pas d'efficacité réelle. Et pourtant, c'est très pratiqué. Autre fausse croyance, réviser la veille pour que ce soit frais. Oui, si je révise le plus tard possible, ce sera frais. Et c'est vrai, ce sera peut-être frais le lendemain, et encore, ça dépend des profils d'enfants, mais chez certains, c'est vrai. Par contre, c'est juste frais le matin, quoi, au moment du contrôle. Le surlendemain, il n'y a plus rien. Donc, on est aussi ici dans une fausse croyance qui est très répandue. Oui, j'apprends le plus tard possible, comme ça, je m'en souviendrai bien. Ce qui n'est pas la même chose que de dire, j'apprends, je fais les temps de révision, et puis je les espace, et je fais mon dernier temps de révision la veille pour consolider, ce qui là serait différent. Donc là, ce n'est pas la même chose.
Et puis, malgré tout, le fait de réviser la veille ne rend pas plus frais qu'autre chose. Je veux dire, si j'ai bien étalé, bien organisé mes temps de révision, je n'ai pas besoin de revoir la veille, ça ne change rien. Ça reste, si ça a été bien consolidé auparavant, ce sera bon. Alors là, on va revenir un petit peu avec cette fausse croyance. On touche un petit peu du doigt les fameux signes de reconnaissance interdits, ou en tout cas tout ce qui va concerner. On est un peu dans l'être, un petit peu dans le faire, parce que je suis nul serait plutôt l'être, mais je suis nul dans cette matière. Alors c'est à la fois l'être et en même temps on est dans quelque chose de très didactique. C'est pas fait pour moi. Bon, il y en a plein des comme ça. Mon père était nul en maths, moi je suis nul. Voilà. Donc là, on est dans des fausses croyances. Voilà, c'est des choses qu'on entend souvent. Et malheureusement, moi, je l'ai souvent entendu de la part des parents. C'est-à-dire que souvent, les enfants, s'ils le disent, c'est parce que les parents l'ont dit. Moi, je l'ai souvent entendu en rendez-vous parent-prof. Je rencontre le parent avec l'enfant et puis le père qui dit ou la mère qui dit « Ah, mais de toute façon, moi, j'étais nul en maths, donc c'est pas étonnant qu'elle n'y arrive pas, vous savez. » Et hop, et ça a été entendu certainement plusieurs fois à la maison. Voilà le genre de discours qui n'est pas porteur, qui n'est pas structurant pour l'enfant et qui n'aide pas à pouvoir s'ouvrir à son potentiel. Ça, c'est une réalité. Donc, ça vient questionner, et toute la question des strokes aussi le fait, ça vient questionner la posture éducative en termes de parole, de la part du parent et de l'enseignant. Et puis, j'en cite une dernière, il y en aurait d'autres certainement, mais j'en cite une dernière. S'ennuyer ou ne rien faire, c'est perdre son temps. Donc là, c'est plutôt du côté enseignant-parent que ça va peut-être interpeller, ou que ça concerne plus ce public-là. C'est que généralement, c'est rarement les enfants qui le disent. L'idée que si je ne fais rien, je perds mon temps. Si je m'ennuie, je perds mon temps. Et on touche un petit peu du doigt aussi ce qu'évoquait Sonia tout à l'heure par rapport à l'idée d'être si un enfant qui est trop satisfait, qui a toujours tout, qui est trop gavé et qui est trop sollicité, on pourrait aussi dire, du coup, oui, il ne va pas avoir envie de se mettre en action parce qu'il a l'habitude aussi qu'on lui donne les choses. Voilà, donc il y a l'idée du manque aussi qui a été évoqué. On retrouve bien ici le besoin. Alors, je ne développerai pas, ça s'appelle, juste pour que vous sachiez, ça s'appelle le mode par défaut, d'un point de vue cérébral, c'est le terme neurologique. Et ce mode par défaut, qui peut être traduit de manière simplifiée par l'ennui, est nécessaire. L'ennui est fondamental parce que de l'ennui, plutôt je dirais l'ennui, c'est le point de départ de la créativité et de l'autonomie. Voilà. Quelques pistes, en tout cas par rapport à ça, moi je dis très souvent aux enseignants, eh bien, est-ce que dans vos classes, alors beaucoup aux enseignants de primaire, parce qu'en collège, le rythme est très différent avec ces cours de 55 minutes, souvent en France, mais en tout cas, je dis, mais en primaire, est-ce qu'il y a des moments où vos élèves n'ont rien à faire? Et est-ce que quand ils vous disent « je m'ennuie maîtresse », est-ce que vous cherchez à leur donner quelque chose? Voilà, et alors c'est valable pour les parents à la maison aussi, encore plus. Voilà, votre enfant vient vous voir en disant « je m'ennuie ». Est-ce que vous lui donnez quelque chose à faire? Est-ce que vous lui répondez à sa sollicitation en lui disant « Ah, attends, on va trouver ce que tu peux faire. Tiens, peut-être que tu peux aller décolorier, dessiner, machin. » Ou est-ce qu'on, au contraire, on utilise cette occasion pour que lui-même rentre dans un processus de créativité et d'autonomie? Voilà. Certainement qu'il y a d'autres fausses croyances que vous avez en tête. Peut-être, n'hésitez pas, si vous en avez une là, qui vous passe par la tête, une fausse croyance, qui vous demandez si c'est une fausse croyance, peut-être la noter dans la conversation. Ça peut être intéressant d'y revenir à la fin ou maintenant si ça s'y prête. Deuxième point concernant les méthodes, eh bien, c'est, après les fausses croyances, c'est la notion des émotions, c'est tout le domaine des émotions. Parce que on ne peut pas en faire l'impasse, parce que les recherches en neurosciences ont clairement montré que si le cerveau émotionnel est en mode d'alerte, les fonctions réflexives sont bloquées. Donc en gros, si le cerveau émotionnel est actif de manière trop importante, eh bien, les fonctions réflexives, la capacité à réfléchir, à faire des liens logiques, etc., eh bien, ça va être bloqué. Et notamment, plus il s'agit d'émotions inconfortables, ou alors d'émotions confortables, mais qui sont trop fortes. Si j'ai de la joie, je vais apprendre facilement, mais si je suis surexcité, je suis trop joyeux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vraiment me réjouit énormément, j'ai une bonne nouvelle, etc., j'arrive pas à bosser, quoi. Voilà,
c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà tous vécu d'une manière ou d'une autre. On a appris un super truc, on est censé se mettre à travailler pour préparer ses cours, corriger ses copies ou je ne sais pas quoi, ou remplir sa déclaration d'impôt. Et on vient d'apprendre une super nouvelle, je ne sais pas moi, une naissance, etc. Bon, voilà, quelle que soit la nouvelle, eh bien, on va avoir du mal à se concentrer. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver dans tout ça pour que tout c'est ce qu'on appelle le concept de cerveau dynamique en brain gym, notamment en éducation kinesthésique, pour que tout puisse bien circuler au niveau de l'information neuronale. Donc, une inquiétude, une forte colère, de la tristesse, ça va évidemment bloquer l'apprentissage, un stress évidemment. Donc, ça nous questionne, ça nous amène sur la question de l'apprentissage. Et aussi, de manière plus concrète, c'est quand je me mets au travail, que ce soit à la maison ou en classe, dans quel état j'arrive pour travailler? Dans quel état émotionnel j'arrive pour travailler? Est-ce que je suis en capacité émotionnelle de travailler? Et ça, c'est même une question qu'on peut poser. Là, tu es dans quel état émotionnel? Tu te sens comment? Donc, ça va amener tout le travail sur la gestion des émotions. Il y a plein d'outils qui existent. Je n'en citerai un que je trouve très pratique, c'est la roue des émotions, par exemple, qui est un outil parmi d'autres. Mais ne serait-ce que de poser la question et d'éduquer l'enfant, de mettre en place cette culture dans sa classe ou à la maison, que j'ai des ressentis émotionnels et qu'en fait, si j'en prends conscience, et une fois que je les ai posés, une fois que je les ai verbalisés, puis que j'ai peut-être aussi, je les ai accueillis et que j'ai éventuellement pu envisager d'en faire quelque chose, soit immédiatement, parce que peut-être que je peux le faire immédiatement. Moi, je me souviens de ma fille, des fois, elle me dit non, mais là, j'ai besoin d'un câlin avant de me mettre à faire ça. Ok, tu as besoin d'un câlin. Bon, on fait un câlin. Voilà. Et le simple fait d'avoir cette habitude de repérer son besoin émotionnel et de pouvoir y répondre éventuellement soit tout de suite ou d'apprendre à le différer, ça aide vraiment à rentrer dans l'apprentissage. Et là, on touche du doigt la question de la mise au travail pendant le temps des devoirs notamment, mais aussi à l'école. D'ailleurs, c'est un point positif, je trouve, c'est que ça s'est beaucoup développé quand même à l'école, la météo émotionnelle, comment je me sens, il y a plein d'outils qui ont été développés. Tous les enseignants ne le font pas encore, ou parfois c'est fait très rapidement. Je pense que les expériences montrent que quand on prend le temps de s'y attarder un tout petit peu, et qu'on accepte de perdre du temps sur ce temps-là, qui n'est pas un temps intellectuel, cognitif, eh bien, on en gagne finalement après. Donc, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est intéressant à avoir en tête. Et puis, voilà, cette question, que puis-je faire pour être en capacité émotionnelle de travailler? C'est ce que je viens d'évoquer, c'est qu'est-ce que je fais? Voilà, j'identifie et qu'est-ce que je fais ensuite? Bon, vous voyez bien que là, on aborde un thème qui ouvre des heures d'échange, de partage d'outils, des outils à donner, des pistes à donner, etc. Évidemment. Et je pense que là, Sonia aussi aurait plein de choses à nous partager là-dessus pour qu'on puisse aller plus loin et pour qu'on ait des outils concrets. Je poursuis dans mes méthodes d'apprentissage. Après avoir vu, donc, je vous rappelle, on a vu les fausses croyances, on vient de voir la partie émotionnelle. Et l'autre élément, c'est les starters. C'est comment je me mets finalement en route pour apprendre. Donc, il y avait le côté émotionnel qui finalement précède les starters, parce que les starters, c'est beaucoup plus concret, davantage vraiment dans la méthode. C'est qu'est-ce que je préfère pour me lancer dans mon travail? De quoi j'ai besoin aujourd'hui, en ce moment-là, face à une matière ou face à un devoir spécifique, de quoi j'ai besoin? Alors, dans le domaine de l'environnement, par exemple, qu'est-ce qui me stimule dans mon environnement? Est-ce que j'ai besoin de musique ou pas? Alors, évidemment, ça va se discuter. Il y a aussi toute une éducation parce que la musique, des fois, quel genre de musique? Parce que si j'écoute une musique avec des paroles, est-ce que cette musique-là, finalement, elle m'aide à travailler? Il y a des enfants qui expérimentent qu'en mettant un fond de musique, qui sont beaucoup plus concentrés. Et la question aussi qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils sont plus concentrés? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça serait trop long de développer sur cette question-là, mais qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'avoir un environnement auditif pour pouvoir me concentrer? Donc ça, c'est une question intéressante à avoir. Est-ce que j'ai besoin de plus de lumière, de moins de lumière, d'une lumière plus
plus placé sur mon cahier ou alors d'une lumière plus diffuse. Je trouve qu'il fait trop sombre parce que je suis à l'aise au niveau de la lumière. Ça peut être aussi l'espace sur lequel je travaille, si c'est mon bureau ou si c'est la table de la salle, comme ça se fait aussi parfois souvent dans les maisons au moment des devoirs. Hein. Sur la table de la salle, c'est très souvent là que ça se passe. Mais si la table est en bazar, peut-être qu'il y a un enfant que ça dérange. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin que ce soit un peu ordonné autour d'eux pour pouvoir avoir des idées claires. Il y en a certains, ça ne les dérange pas, aucun souci. Donc, questionner ces choses-là. Et des fois, ça peut être juste ça. L'enfant résiste pour se mettre au travail et puis on veut pourtant, il est sur la table, machin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange là, ici, autour de toi pour te mettre au travail? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton environnement, dans ce que tu vois, qui ne va pas? Voilà, est-ce que le fait d'être seul ou en compagnie d'eux, les enfants qui aiment tout seuls, isolés dans leur chambre, et puis il y en a, ils ont besoin, alors qu'on soit à côté d'eux, et parfois simplement, le parent doit être à côté, il peut faire autre chose, mais le simple fait qu'il soit proche physiquement, ça aide. Alors c'est souvent pour les plus jeunes. Voilà, mais c'est des questions qu'on peut poser. L'endroit précis, est-ce que je suis plus à l'aise pour travailler voilà, dans la salle? Est-ce que c'est plutôt, je suis plus à l'aise pour travailler sur mon lit, à mon bureau, dans la cuisine? Voilà, questionner cet endroit-là. Et après, en fonction évidemment toujours de la possibilité. Principe de plaisir, principe de réalité, il faut toujours être dans cet équilibre-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cet éclairage aussi sur le désir pour trouver, voilà, faire le nouage, trouver cet équilibre où finalement il y a du plaisir et en même temps il y a l'acceptation de la réalité. Tu veux travailler dehors, il pleut. Alors attends, là ça devient compliqué. Voilà un petit peu des pistes. Pour le comportement, c'est pareil. Qu'est-ce qui me stimule dans mon comportement? Est-ce que c'est d'avoir un choix, par exemple? C'est simplement de dire par quoi veux-tu commencer tes devoirs? Des fois, il y a des parents, parce qu'ils pensent bien faire, dire on va commencer par les maths, ensuite on va faire le français, tu vois, on va y aller dans l'ordre de ce qui est écrit dans le cahier. Ou alors, tu as des difficultés en maths, on fait les maths tout de suite. Oui, mais si ça se trouve, moi, j'ai plutôt envie de commencer par. Alors, le parent connaît aussi son enfant, tout ça, c'est à équilibrer, bien évidemment. Mais ça peut être simplement le fait de dire par quoi toi, tu aimerais commencer. Et d'entamer juste ce petit échange très rapide. Ok, tu voudrais plutôt faire ça. Et si vous savez que l'enfant préfère commencer par ce qui est plus facile pour lui parce qu'il a tendance à ne pas vouloir rentrer dans ce qui est difficile, eh bien, soit de dire est-ce que tu es sûr, est-ce que tu ne préférerais pas? Et puis sinon, c'est de dire ok, combien de temps on passe sur ce travail-là et combien de temps on va passer sur l'autre. Et comme ça, on le met en projet de travailler sur ce qu'il aime peut-être moins. Voilà, la position de travail aussi au niveau du comportement. Est-ce que c'est être assis, être debout, être plutôt couché? Dans les classes flexibles, on a des espaces de travail très variés avec des tables hautes, des bureaux classiques, des espaces de travail au sol. Et il y a des enfants qui travaillent beaucoup mieux quand ils sont allongés. Pas toute la journée évidemment, mais tout d'un coup, ils sont peut-être que leur corps aussi est fatigué. Le fait de devoir être en posture assise, ça va manger de l'énergie cérébrale et donc du coup, ça ne va pas leur permettre de travailler efficacement. Vous voyez qu'on peut vraiment aller loin là-dedans. Ce qui est intéressant, et ça a été un petit peu aussi abordé et dit par Sonia, c'est cette notion de rituel. Ritualiser les starters. C'est-à-dire prendre l'habitude de questionner. Et puis, quand on voit qu'il y a quelque chose qui revient souvent chez l'enfant, soit au niveau environnemental ou comportemental, le ritualiser. Ah bon, toi, tu préfères, on va faire comme ça. Et puis, de temps en temps, faire le point. Ou ça te va si on commence par cette matière-là, comme tu fais d'habitude, ou tu voudrais changer aujourd'hui? Voilà. Mais la notion de rituel, elle est vraiment très rassurante. On est dans la partie numéro 2, la deuxième partie de la pyramide de Maslow, sur le côté sécurité. Le rituel, il est sécurisant. Et puis, dans les starters, il y a au contraire les starters qui sont stimulants, favorisants, puis il y a ceux qui sont évidemment freinants, bloquants carrément, qui vont perturber l'enfant, le déconcentrer, l'empêcher de mémoriser. Et là, je ne vous surprendrai pas peut-être en disant que mon smartphone, s'il est juste à côté de moi et puis que toutes les 10 secondes, ça sonne, qu'il y a une notification, etc., voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir aussi. Il y a le manque d'activité physique. Le manque d'oxygénation du cerveau, en fait, tout simplement, parce que finalement, l'activité physique a notamment pour effet de favoriser l'oxygénation du cerveau. Voilà. Donc, ça peut être un élément. Donc, peut-être qu'avant de me mettre au travail, j'ai besoin de m'oxygéner, d'aller bouger, de me mettre en mouvement. Ça peut être par rapport à cette oxygénation, peut-être que la maison est restée fermée toute la journée et que finalement, elle n'a pas été aérée, il n'y a pas suffisamment d'oxygène.
Et c'est des choses qu'on oublie aujourd'hui dans notre société très, très intellectuelle, très mentale, assez déconnectée de notre corps quand même. Eh bien, c'est ces besoins physiologiques. Je l'ai abordé tout à l'heure, mais voilà, on est dans du concret là. Un autre besoin physiologique, c'est le manque d'eau. Le manque d'eau est un élément très important. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de parents et d'enseignants qui, ayant mis en place un rituel pour boire, avec un rituel qui est boire de l'eau aussi en conscience, parce que souvent l'enfant boit très vite, et alors là, on est dans l'effet inverse. Je n'ai pas le temps de développer, mais l'idée, c'est de boire lentement et de prendre conscience que je suis en train de boire et donc de répondre à mon besoin vital. Mais rien que le fait de boire de l'eau, j'ai eu un témoignage. Elle devait être là ce matin, Nelly, qui est graphothérapeute, avec qui on a mis en place le pack graphomotricidé pour tout ce qui est habileté graphomotrice. Eh bien, elle témoignait que dans une séance, elle avait un enfant qui ne parvenait vraiment pas à coordonner son geste d'écriture et sa parole, sa verbalisation. Et vraiment, il n'y avait rien qui faisait. Puis tout d'un coup, elle a arrêté l'activité, elle dit, bon, écoute, on va boire de l'eau. Et bien, elle l'a fait façon brain gym, boire en conscience. Et l'enfant, en fait, tout d'un coup, a réalisé, a pris conscience pour la première fois de sa vie, qu'il avait quelque chose ici. Il avait un espace dont il n'avait jamais pris conscience. Il le savait intuitivement, il savait bien qu'il avait une gorge. Mais il n'avait pas pris conscience qu'il y avait une zone ici qui servait aussi à ce que l'eau coule, que la nourriture coule, etc. Et quand il a pris conscience de ça, l'activité a pu reprendre et le travail de verbalisation a pu se faire. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais boire de l'eau d'une chose, puis en plus boire de l'eau en conscience, ça va amener cette conscience sur cette zone-là qui est importante aussi. Voilà, et puis après... Tu voudrais... Vas-y. Ah, pardon, Guillaume. Est-ce que tu voudrais, Guillaume, donner un petit exemple là de pause? On est plutôt sur les trois quarts de notre intervention, mais qu'est-ce que tu penses de cet endroit-là, de proposer voilà. Si on buvait de l'eau, je vous propose de découvrir le mouvement Brain Gym boire de l'eau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le mouvement Brain Gym boire de l'eau, ce n'est pas juste boire de l'eau, c'est boire de l'eau en conscience, c'est-à-dire qu'on va faire le mouvement qui permet de se rendre compte que je réponds à mon besoin vital. Et c'est un des 26 mouvements de Brain Gym. Il y en a 26 en Brain Gym et c'est un des plus importants. Donc, l'idée, c'est de prendre une gorgée d'eau, de la garder une seconde dans sa bouche, de porter son attention sur le fait que l'eau est bien dans ma bouche, qu'en fait, oui, ma langue, toutes les parties de la bouche intérieure sont au contact de l'eau, et puis de l'avaler, ça prend 2 secondes. Hein. Et puis au moment où je l'avale, c'est sentir que l'eau coule, jusqu'où elle coule. Les enfants aiment beaucoup faire ce jeu, jusqu'à quel point je sens l'eau. Plus elle est fraîche, plus c'est visible, c'est sensible. Voilà, donc je vous invite à prendre, si vous avez de l'eau avec vous, une gourde, un verre, etc. Ça fonctionne par contre uniquement avec de l'eau. La vodka, ça ne marche pas. Non, je rigole. Le café, ce n'est pas le plus efficace. Le thé, c'est pareil. Pourquoi? Parce que toutes ces boissons contiennent finalement quelque chose qui sont soit sucrés quand c'est des sodas, des sirops, soit diurétiques. Donc, ça va dire que ça va solliciter la digestion. Alors que l'idée, là, vraiment, c'est juste de répondre au besoin vital. Besoin d'eau, c'est tout. Je vous rappelle qu'on est fait à 80% d'eau quand même pour les enfants, 70% pour les adultes. Donc, voilà. Le réflexe de l'individu, quand il a de l'eau dans la bouche, c'est de l'avaler tout de suite. Là, c'est je la garde, je conscientise et je l'avale. Et puis, je sens que ça coule. Tout simplement. Moi, de nombreuses fois en séance individuelle, donc quand je vous dis des séances individuelles, c'est des séances qui durent entre 1 heure et 3 heures, avec des enfants qui ont parfois, alors j'ai des enfants entre 7 et 77 ans, mais ça m'est arrivé plein de fois d'être en séance, puis je vois que tout d'un coup, il n'y a plus rien. Quoi. Je ne sais pas ce qui se passe, il n'arrive plus. Pourtant, j'ai des outils très ludiques. Et je dis, attends, on va faire une pause. On va juste boire un verre d'eau, comme je viens de vous montrer. On fait ça, puis c'est reparti. Alors, des fois, il y a besoin d'accompagner de mouvements croisés, d'un autre mouvement de Brain Gym, par exemple. Il y en a 26, donc j'ai le choix. Mais vous voyez, l'idée, c'est, hop, on répond à son besoin d'eau, de mouvement, et on est reparti. Et ça fonctionne très, très bien. En classe, j'ai des témoignages d'enseignants qui sont très forts, qui me racontent, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, qui me disaient, mais depuis que j'ai mis en place le rituel boire de l'eau, comme je viens de vous le montrer, eh bien, quand les enfants rentrent de la récréation, ou même en cours, mais c'est souvent quand ils reviennent d'une récréation, où ils sont très excités, très dans le mouvement, on fait ce mouvement-là, et la qualité d'attention et de concentration qui suit est énorme. Alors, je n'avais pas ça avant. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent expérimenté par les enseignants.
Voilà, merci Sonia, parce que là, on a été, j'étais à fond dedans et j'en oubliais qu'on a besoin, on a besoin de respecter nos besoins physiologiques. Voilà. Le dernier, juste dernier perturbateur, hein, évidemment, c'est le manque de calme, c'est les distractions. Alors, en classe, les distractions, elles peuvent être très nombreuses et souvent celles qu'on oublie de prendre en considération en classe, c'est l'environnement visuel. Donc, tout l'affichage. Ça, c'est vraiment un point sur lequel j'interpelle les enseignants, s'il y en a ici, je pense que oui, c'est le trop de sollicitations visuelles dans la classe. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignantes, notamment, parce que c'est plus des enseignantes qui viennent dans les formations ou autres, et puis c'est plus féminin peut-être, tout ce côté, ah ouais, il y a plein de choses, c'est beau, il y a de la couleur, voilà. Et le problème, c'est qu'on oublie parfois que ça a un impact négatif sur l'apprentissage. Il y a des études carrément qui ont été menées là-dessus, qui ont montré que quand on a plus de sobriété dans l'affichage mural des classes, eh bien, il y avait plus de concentration et d'efficacité dans le travail. C'est quelque chose de tout simple. Voilà. Et donc, finalement, toutes les aides visuelles qu'on veut mettre pour les enfants, pour la conjugaison, les maths, les machins, le bidule, etc., au tableau, tous les dessins sont des perturbateurs attentionnels. En tout cas, chez beaucoup d'enfants, et de plus en plus. Évidemment, à la maison, la télévision, la radio, tous les écrans, évidemment, sont des distracteurs terribles. Voilà. Et puis, alors, il est déjà 11h38, je réfléchis à ce que je vous dis, ce que je ne vous dis pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. J'aimerais quand même... l'hygiène de l'apprentissage, on en a déjà parlé. Je vais passer rapidement dessus. Simplement les citer, sans rentrer dans le détail parce que ce serait trop long de toute façon. Mais les trois agents, on pourrait dire, au niveau de l'hygiène de l'apprentissage, c'est l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Voilà. Et les ennemis de ces agents, qu'on peut appeler des agents périphériques, c'est le sucre, les additifs et les écrans. Bon, là, il y a besoin de prendre du temps. On ne peut pas le faire aujourd'hui, mais simplement, c'est important de l'avoir en tête. J'ai créé un pack qui s'appelle Coach Alimentation Apprentissage, dans lequel je cible particulièrement l'impact de l'alimentation sur la mémorisation et la concentration. Ça, vous pouvez le trouver sur mon site, dans la boutique. Voilà, c'est un pack vidéo qui présente à la fois pourquoi, comment et où est-ce que ça se trouve. Voilà. Les écrans, je vais passer, mais c'est du bon sens, même si ça me nécessiterait quand même de donner quelques éléments. Voilà, je vais passer aux incontournables quand même que je voudrais vous donner. De la même manière, l'idée, c'est de vous donner d'ouvrir des portes. Puis après, dans chaque porte, chaque pièce, il faudrait prendre le temps d'aller l'explorer. Mais déjà, au moins que vous ayez ces portes-là, là, on est dans les invariants, les incontournables, ce qui est indispensable ce dont on ne peut pas faire l'impasse finalement par rapport à l'apprentissage. Donc, c'est Steve Masson ici qui le dit très bien, c'est le titre de son livre, je vous l'ai déjà dit, activer ses neurones. Ça, c'est un point vraiment important d'activer ses neurones. C'est-à-dire d'être dans une dynamique active. Ensuite, voilà, apprendre, c'est modifier le cerveau et ses interconnexions. C'est quelque chose qu'on oublie en fait. C'est quoi apprendre? Apprendre, c'est permettre que notre cerveau se modifie. Et finalement, les interconnexions, c'est surtout les connexions entre les neurones, qu'elles puissent se modifier et croître. Voilà, se réorganiser, etc. Comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est activer les bons neurones. Ça, c'est un élément vraiment important. Alors, activer les bons neurones, utiliser des approches actives, c'est-à-dire de rendre l'enfant acteur, ça c'est un élément important. Donc, des fois, c'est tout simplement en le questionnant, juste le questionner sur ce qu'il sait, sur ce qu'il ne sait pas, etc. Éviter les sources de distraction. Voilà, je crois qu'on en a du coup pas mal parlé. Et puis, éviter d'activer des idées, des stratégies qui ne sont pas appropriées. Et ça, c'est le plus délicat peut-être.
Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître les bonnes stratégies aussi, parce que parfois, on sollicite, on active des idées, c'est-à-dire que, alors ça c'est très, très fort chez les enseignants, mais chez certains parents aussi, c'est-à-dire on est en train de faire un exercice, par exemple de grammaire, et puis on voit l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être, et puis le parent ou l'enseignant ne va pas pouvoir s'empêcher de dire oui, parce qu'en fait, si c'était l'auxiliaire avoir, tu sais qu'en fait, il faudrait accorder avec le COD, seulement s'il est passé avant. Puis alors voilà, on a perdu tout le monde. Parce que le cerveau, il fonctionne de manière très, très simple. C'est que ce que le cerveau aime, c'est d'avoir un objectif. D'ailleurs, c'est étonnant, ça a été évoqué avec l'objectif SMART, mais si j'ai un objectif, le cerveau, il aime. Si j'ai deux objectifs, le cerveau, il n'aime pas. Parce que le cerveau ne peut pas s'occuper de deux choses en même temps. C'est un mythe de penser qu'on peut gérer deux tâches en même temps. Il y a des nuances dans certaines situations, mais c'est un fondement. Et c'est pour ça que de séquentialiser, de séquencer plutôt les consignes, séparer les choses, c'est important aussi, notamment quand les enfants sont jeunes. Voilà. Activer ces neurones à plusieurs reprises, toute la notion de la répétition. Alors, la répétition est importante, mais la répétition, elle doit être correctement gérée. Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Oui, il faut répéter. Il faut répéter ses étapes de multiplication, il faut répéter son cours, mais il faut le répéter comment et de comment on gère cette répétition. Et ça, c'est quelque chose d'important d'avoir en tête. Je ne peux pas rentrer dans le détail maintenant, mais la clé que je peux vous donner, c'est qu'il faut répéter de manière progressive en termes de complexité et espacée. Voilà. De la progression en termes de complexité et de l'espacement. Donc, ne pas confondre justement, et ça c'est une petite subtilité d'un point de vue du vocabulaire, mais finalement qui dit tout. Il y a l'activation répétée qui va être complexe progressivement et qui va être espacée, puis la répétition bête et méchante. La répétition où je redis les choses pour redire les choses n'a pas d'intérêt. L'enfant qui va répéter ses tas de multiplication tous les jours ou régulièrement, toujours de la même manière, c'est bien, il connaîtra sa date de multiplication. Mais le jour où il sera en contrôle, ou alors il sera en train de faire une opération, il aura besoin d'une multiplication de ces tables, ça se trouve, il y a des chances que ça ne vienne pas, parce que son réseau neuronal n'est pas assez dense. Parce qu'on ne l'a pas densifié, en fait, son réseau neuronal. Voilà. Donc, c'est des éléments fondamentaux. J'ouvre des portes pour qu'on puisse déjà commencer là, et si vous en classe, vous en tant que parent, commencer à trier finalement dans nos pratiques, nos habitudes, qu'est-ce qui est bon à garder, qu'est-ce qui est peut-être pas bon à garder. La récupération mémoire, c'est un autre incontournable qu'il faudrait développer, mais qui est l'idée que, et c'est juste la clé que je vais vous donner sur la récupération mémoire, et qui est déjà à appliquer déjà tout un programme, c'est que la récupération de la mémoire, c'est de permettre à l'apprenant de faire l'effort de se souvenir d'une connaissance à plusieurs reprises. Mais déjà, rien que cette partie, faire l'effort de se souvenir, et faire l'effort de se souvenir, ça veut dire lui laisser le temps. Et bien souvent, moi je l'observe dans les ateliers de devoirs, quand j'anime des ateliers de devoirs, quand j'observe, parce que moi je vais dans les classes, j'observe les enseignants en classe, etc. Et bien souvent, ce que j'observe, c'est que l'enfant est interpellé, questionné, mais on ne lui laisse pas le temps d'aller récupérer en mémoire ce qu'il sait. Parce qu'on est dans une société où tout va vite, parce qu'il y a un contexte d'élèves et de classe et on veut avancer, etc. Et bien souvent, on pose la question, si la réponse ne vient pas du tac au tac, on considère qu'il ne sait pas. Et c'est là qu'il y a une subtilité à voir par rapport à la récupération mémoire, c'est que peut-être que l'enfant le sait, il a besoin de temps pour aller récupérer. S'il a besoin de temps, c'est simplement de dire « Ah, je vois que tu as mis du temps pour la récupérer, tu as récupéré l'information, tu t'en es souvenu, bravo. » Maintenant, l'objectif, c'est que la prochaine fois que je te pose la question ou que quelqu'un te pose la question, c'est que ça vienne plus vite. Comment tu vas faire pour que ça vienne plus vite? Mais vous voyez, il y a des étapes. Donc, la récupération mémoire est un outil excellent. Beaucoup d'études ont montré que c'est quelque chose qui doit s'exercer et se construire pour que les enfants puissent finalement automatiser les apprentissages. Voilà, je vais passer le détail de ça et je veux juste terminer par cette activité. Juste, j'aimerais bien qu'on la fasse ensemble parce qu'elle va être très, très concrète pour vous en termes de fonctionnement de la plupart des enfants et même des adultes.
Donc, pour cette expérience-là, je vous propose de prendre une feuille et un crayon, tout simplement. Je vais vous afficher une phrase. Hop, voilà. Je vais vous afficher une phrase et vous demander de l'écrire, tout simplement. La copier, quoi. Donc, vous savez ce que font beaucoup d'enfants régulièrement tout au long de la journée, en primaire ou en collège. En lycée, un peu moins, parce qu'en lycée, c'est quand même beaucoup plus de la prise de notes, c'est pas pareil, mais il y a quand même souvent de la copie. Donc, c'est pas une phrase, hein, c'est un petit texte. Je vais vous proposer de la copier. Et une fois que vous avez fini de la copier, ce que je vous propose, c'est de retourner la feuille pour attendre que tout le monde ait fait cette petite activité. D'accord? Voilà. Donc, si tout le monde est prêt, tout le monde a de quoi écrire. Alors, par contre, il faut absolument, s'il vous plaît, le faire avec un stylo et un papier et non pas sur ordinateur. Parce qu'on n'est pas dans la même… c'est pas les mêmes neurones, en fait, qu'on utilise, les mêmes circuits. Et c'est important de se mettre en plus dans la situation de la majorité des élèves, même si certains ont des ordinateurs, mais ça reste une toute petite minorité. Donc, on se met plutôt dans des situations manuscrites. Voilà. Alors, je vais vous afficher la phrase, je la mets le temps nécessaire et ce qu'on peut faire, c'est que quand vous avez fini de la copier, vous mettez un petit pouce, si vous savez mettre un petit pouce, ou même vous éteignez votre caméra juste le temps que tout le monde… voilà. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas leur caméra, mais c'est voilà, c'est au moins un petit pouce. Et si votre caméra est activée, vous la fermez, comme ça je saurai que voilà, c'est bon. Alors, c'est parti, je mets cette phrase-là. Prenez le temps de la copier. Je ne la corrige pas après. Hein. C'est parti. Voilà, je vais la caméra déjà terminé. Merci pour les petits pouces ou pour les caméras qui se ferment. Voilà, ça a l'air d'être bon, j'ai l'impression. Oui, c'est bon. Ouais, super, très bien. Vous pouvez réactiver votre caméra, du coup, c'était juste pour le petit signal pour moi, super. Hop, je vais enlever la phrase, du coup. Alors, vous êtes retrouvé dans une situation de copie assez classique dans laquelle les enfants sont très souvent, notamment en classe, mais même à la maison, parce que dans les devoirs, des fois, il faut recopier la consigne, etc. Une question que je vous pose et pour laquelle vous pouvez répondre pour vous-même, c'est quand vous avez écrit, est-ce que vous vous êtes entendu dans votre tête écrire? Première question à laquelle vous pourrez vous répondre pour vous. Est-ce que je m'entendais dans ma tête écrire? C'est-à-dire, est-ce que vous avez subvocalisé l'écriture? C'est une question. C'est une question qu'on peut poser aux enfants, sachant que si l'enfant vous répond non et qu'il fait les grands yeux, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que cette voix intérieure, qu'il ne la connaît pas et certainement qu'elle n'est pas là ou alors elle est très fragile. Et donc, c'est un élément qui explique aussi des difficultés, par exemple, au niveau de l'écriture, de l'orthographe, de l'absence de mots, etc.
par exemple. L'autre question, c'est comment avez-vous procédé? Est-ce que vous avez lu la phrase d'abord? Est-ce que vous avez directement copié? Voilà. Est-ce que vous avez copié mot par mot, groupe de mots par groupe de mots? Enfin, voilà. Est-ce que c'était confortable, pas confortable? Voilà. Et ce que je vous propose, c'est d'activer vos micros, si vous voulez bien, pour me dire, est-ce que vous avez une remarque à faire sur cette phrase? Sans la regarder, hein, juste de ce que vous avez écrit, de ce que vous vous souvenez de la phrase. Est-ce que vous avez une remarque à faire sur cette phrase? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé dans cette phrase? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une remarque à faire? Donc, si quelqu'un… Oui? Non? La réponse… Si Virginie. Oui, Virginie, oui. Moi, j'ai déjà fait l'activité. Donc, alors, chut. Voilà. Toi, forcément, tu la connais. Tu as forcément porté ton attention dessus. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui n'aurait jamais fait cette activité avec moi et qui aurait une remarque à faire? Non, pas de remarque à faire particulière. Oui, Fatma? Magali, peut-être? Allô? Oui, bonjour. Oui. Ah, pardon. Vous m'entendez? Oui, c'est Fatma, c'est ça? C'est bien ça, oui. Oui. J'essaie de me forcer à me souvenir, en fait, l'information qui dégage, en fait, de la phrase. J'y arrive pas. J'ai l'impression que c'est emmêlé, en fait. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Pour vous, c'est flou, l'information, ok, vous l'avez copiée, mais par contre, vous ne vous souvenez plus finalement de quelle est vraiment l'information, quoi. Oui, voilà. Ok. Magali, vous vouliez aussi intervenir? Oui, l'information, c'est qu'au départ, il voulait réussir un concours, puis finalement, il s'est découragé. Ok, ouais. De ce que je retiens. Très bien. Pas très encourageant. Pas très encourageant, ok. Bon, quand je pose cette question, des fois, alors ça dépend de la phrase, mais on me dit, il y a une virgule qui manque, ou il y a un problème au niveau de la ponctuation, je ne sais pas, des choses comme ça. Mais c'est intéressant ce que nous dit Fatma, et ce que aussi nous dit Magali, c'est que on est soit sur, je me souviens plus de l'information, finalement, je me souviens plus trop de ce que j'ai écrit, j'ai copié, quoi. Et puis d'autres, ça va être plutôt le ressenti émotionnel. Mais maintenant, d'un point de vue purement du sens de la phrase, je vais vous la remettre. Puis, je vais vous proposer maintenant de la lire à voix haute. Prenez le temps de la lire à voix haute. Vraiment, lisez-la pour vous. Ok, vous avez relu la phrase à voix haute. Est-ce qu'il y a quelque chose, un commentaire que vous avez à faire sur cette phrase? Oui. Magali. Oui, donc, en fait, il ne va pas jusqu'au bout. Il s'arrête à la deuxième fois. Et, oui, oui, c'est plutôt ça, moi, qui m'interpelle. Ouais, ok. Il y avait aussi quelqu'un qui lève la main. C'est marqué Lenovo comme prénom. Je ne sais pas qui c'est qui a levé la main, mais je laisse la parole. Comme ça, on va attendre peut-être plusieurs… Allez-y, activez votre micro puis prenez la parole. C'est peut-être plus simple. Fatma, je vois aussi que tu lèves la main. Oui, je sais pas, il y a une contradiction à 3 reprises, mais à la deuxième, il est découragé. Non, c'est pas ça? Ouais, tout à fait. Il y a un problème au niveau du sens, exactement. Voilà. Cette phrase n'est pas logique. Elle est contradictoire puisqu'il est écrit, vous avez écrit qu'à 3 reprises, chez l'armée, Dumont tenta de battre le record du monde de plongée. On est donc voilà, à 3 reprises. Mais à la deuxième tentative, découragé et déçu, il y renonça. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas logique. S'il a fait à 3 reprises, c'est-à-dire qu'il a fait 3 fois normalement. Donc, la phrase contient un problème de sens, tout simplement. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main, je ne sais pas si c'est de vous. Allez-y, prenez la parole, je vous en prie. Je veux qu'il y en a qui lèvent la main, donc n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour, oui. Bonjour. Donc, j'ai constaté qu'il y a une contradiction du sens. Oui, tout à fait. C'est pour la première fois, il est encouragé, mais dans la deuxième fois, il est déçu. Oui. Donc, il y a une contradiction. Oui, exactement, tout à fait.
C'est ça, finalement, l'intérêt de cette phrase telle que je vous la donne, si vous voulez, c'est de pouvoir se rendre compte que, je vais enlever le visuel comme ça sera plus agréable, vous avez copié quelque chose qui contient un problème de sens. Et généralement, on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude, dans notre société postmoderne, d'écrire de manière intuitive. Et en écrivant de manière intuitive, c'est sûr que j'ai des petits soucis, quoi, parce que je n'ai pas accès au sens de ce que j'écris. Vous allez me dire, oui, mais en fait, je dois juste copier, en fait. Mais non, mais si je copie et que je ne me rends pas compte de ce que j'écris, si je me copie et que je n'ai pas accès au sens, ça veut dire qu'en plus, je ne mémorise pas non plus. Et voilà ici un des écueils, finalement, de la copie, c'est que souvent, les enfants, quand ils écrivent sans comprendre et ils écrivent, du coup, sans avoir la chance en même temps de mémoriser ce qu'ils ont écrit. Donc, en termes d'efficacité, puisque justement, c'est quand même le thème aussi de notre visioconférence, c'est réussir, c'est-à-dire faire preuve d'efficacité, on a un souci. Et on voit bien ici qu'on a tendance, quand on copie, à être dans une copie qui est totalement intuitive. Voilà, cette petite expérience, je voulais la faire avec vous simplement pour vous permettre un petit peu de toucher du doigt aussi la nécessité de questionner les stratégies qui sont mises en place, par exemple au moment de la copie, mais on va retrouver exactement les mêmes écueils au moment de la lecture. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, quand ils lisent, n'ont pas accès au sens et donc ne se souviennent pas et donc n'ont pas de plaisir. Quand ils écrivent, c'est pareil, etc. Donc, on a quelque part ici un des éléments fondamentaux qui permet de comprendre aussi les difficultés aujourd'hui et le manque de goût qu'il peut y avoir. Voilà. Parce que je crois que aussi, le manque de motivation peut venir, et quelque part on boucle un petit peu la boucle, c'est que le manque de motivation peut aussi être la conséquence de l'absence de ce plaisir qui peut y avoir, qui devrait y avoir dans l'apprentissage. Je pense qu'aucune personne parmi vous n'aimerait participer à une formation pendant 8 jours et puis n'y prendre aucun plaisir. Je crois qu'on abandonnerait très vite. Donc, c'est la même chose pour nos enfants, pour les élèves, etc. Voilà, il est déjà 11h58. J'ai terminé ici. Je vais juste, voilà, simplement laisser la parole s'il y en a qui ont des questions. On va pas y passer trop longtemps. Simplement, pendant que vous réfléchissez à vos questions, Sonia et moi aurons la joie d'animer une formation qui sera en distanciel, également pour la rendre plus facilement accessible, une journée complète, qui sera une journée de 6 heures, de demi-journée en fait, le 30 août 2022. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez déjà de toute façon tous reçu un mail si vous êtes inscrit, si vous avez reçu un mail. Donc, vous recevrez de toute façon un mail avec l'accès au replay si vous voulez revoir cette visioconférence pour pouvoir reprendre en note ou réentendre des choses. Et puis, vous aurez les éléments aussi concernant cette formation du 30 août avec un lien pour vous inscrire notamment. Voilà. Merci de votre présence. En tout cas, c'est vrai que de dérouler ces différents outils que nous vous avons présentés sur une journée comme nous vous le proposons, voire même sur plus longtemps, comme c'est indiqué aussi sur le blog, ça donne l'avantage de pouvoir vous faire participer, vous permettre de questionner à partir de cas concrets que vous auriez avec vos enfants, vos élèves, etc. Julie, tout à l'heure dans le fil, je ne sais pas si tu as vu, Guillaume a réagi quand effectivement il était question de sucre, d'additifs au sujet des enfants TDAH. C'est vrai que ni l'un ni l'autre, on est trop rentré dans des particularités. C'est vrai que toi, Guillaume, tu es très pertinent pour accompagner tous les enfants qui seraient porteurs de 10 en tout genre. Et voilà, ton travail va à contre-courant de pas mal de choses que moi j'ai entendues et en tout cas offre de réelles solutions. Et ça, c'est vrai qu'on ne rentre pas sur ce genre de conférences, sur ce genre de détails-là qui pourtant sont très, très pertinents. Voilà. En tout cas, on était très heureux de vous donner un aperçu de ce qu'on aime faire ensemble, de ce qu'on aime développer chacun aussi de notre côté. Et on sera très heureux de pouvoir vous retrouver par la suite le 30 août ou plus tard. N'hésitez pas à nous solliciter, à pourquoi pas
voir avec nous aussi voilà, quels sont vos besoins, comment on pourrait effectivement réfléchir à peut-être venir sur place aussi. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter à nous relancer d'une manière ou d'une autre. Il est aussi possible, donc là on organise une journée de formation en distanciel pour aller beaucoup plus loin, pour développer tout ce qu'on a vu ce matin. C'est un programme qui peut prendre plusieurs journées, hein, vous imaginez bien. Donc il y a de quoi faire. On propose une journée pour aller plus loin, cibler un petit peu. Et si vous avez, vous, à cœur d'organiser une formation, par exemple, près de chez vous et que vous connaissez du monde intéressé, c'est tout à fait aussi possible de l'envisager. Prenez contact avec nous. L'idée, c'est de rassembler du monde, trouver un lieu et puis on organise ça. Ça peut aussi se faire pour une école, pour une conférence ou un atelier pédagogique, voilà, à destination des parents, par exemple, ou alors pour des étudiants. Voilà, il y a de quoi faire en termes de possibilités. Donc, n'hésitez pas à communiquer ça autour de vous. C'est avec plaisir. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a une question brûlante quelqu'un qui souhaiterait poser une question, voilà, qui plusieurs fois est revenu et que vous n'aimeriez pas partir sans une réponse, n'hésitez pas. On va pouvoir s'arrêter là. Il n'y a pas de discussion sur le fil qui pas apparaisse, mais bon, voilà, on reste disponible par mail en tout cas. Voilà, très bien. Ben, voilà, en tout cas, vous recevrez, je pense, dans les jours qui viennent, vous recevrez un mail avec toutes les informations nécessaires. Et puis voilà, puis avec le lien pour la visioconférence. En tout cas, merci beaucoup de vous être concentré, de nous avoir écouté et puis d'être venu pour vous être rendu disponible pour cette visioconférence. Pour nous, c'est un plaisir de partager ça avec vous. Et puis, à une prochaine. Soit il y a Sonia qui est du côté de Pau en présentiel. Mon activité aussi propose beaucoup d'activités, d'outils en vidéo. Donc voilà, plein de choses à découvrir. N'hésitez pas à prendre contact si vous avez besoin. Merci pour tous les messages que vous mettez dans la conversation que je viens d'ouvrir et que je vois du coup. Très bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Merci, au revoir.